Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Doomit, qui est un vidéaste politique sur YouTube. Je pense que nos contenus respectifs sont assez similaires d'ailleurs sur le principe. Il y a pas mal de références philo par exemple, et la raison pour laquelle Doomit est venu discuter aujourd'hui et débattre avec moi, c'est qu'il est pas d'accord avec ce que je dis sur Ouria Boutelja. Et il en a fait une vidéo d'ailleurs, et à l'inverse d'autres personnages des internets underground que je ne nommerai pas, il a été capable de faire preuve de bonne foi, de charité et de politesse. Et ça c'est important pour moi. C'est une des choses pour lesquelles je milite sur internet, et c'est pas du tout anecdotique. Vivre ensemble, ça passe par toutes ces choses. Donc c'est éminemment politique, et c'est pas du tout un détail, à bon entendeur. En ce qui concerne la discussion, du coup, j'en suis plutôt content. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de plus intéressant que certains autres vidéastes qui ont débattu de Ouria Boutelja. Alors vous allez voir par contre qu'il y a des petits tunnels philo par moment, qui peuvent être un peu déroutants, mais en fait c'est lié. C'est pas un hasard si on parle de philo, et en particulier de philosophie morale, et vous verrez qu'on retombe d'ailleurs sur nos pattes en sortie de tunnel. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai me dire en commentaire sur YouTube ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous plaira, et donc sans plus attendre, voici ma conversation sur Ouria Boutelja avec Doomit. Doomit, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Pour commencer, si tu veux bien, j'aurais aimé que tout simplement tu te présentes un petit peu dans la mesure de ce que tu as envie de dire ou pas, hein, c'est toi qui vois. Mais voilà, que tu parles un peu de qui tu es, de ta chaîne YouTube, et puis peut-être un peu de ce que tu fais à côté, etc. Enfin voilà, qui es-tu, Doomit? Salut Noé, déjà merci pour l'invitation, sympa, vraiment sympa. Donc je m'occupe de la chaîne, enfin je tiens la chaîne, ou je sais pas trop comment je pourrais dire ça, la chaîne Doomit, hein, anciennement Doomit Dada Gaming, mais j'ai supprimé la deuxième partie du nom, ça servait plus à rien. Alors qui je suis? Une question difficile, hein, impossible d'y répondre. Je dirais que je suis prof de philo, je suis TZR, un titulaire en zone de remplacement, au lycée évidemment, hein, de ce fait, depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai un doctorat de philosophie, en philosophie des sciences, sciences sociales en particulier. Et sur mon temps libre, quand je fais pas YouTube, quand je lis pas des bouquins ou quand je joue pas à la Switch, je suis chercheur associé, c'est-à-dire chercheur bénévole en réalité, au centre Gilles Gaston Granger, qui est une UMR rattachée au CNRS, située à Aix-en-Provence. C'est là où j'ai fait ma thèse en fait. Donc parfois je vais dans des colloques et je fais, quand j'ai le temps, deux trois publis académiques, mais ça c'est pas fréquent puisque ça demande beaucoup de temps. Ok. En gros, c'est ça. Ok. Et peut-être, alors c'est toi qui vois aussi, mais peut-être est-ce que tu veux présenter un peu ton parcours peut-être plus politique, tu vois, est-ce que tu as eu un engagement, est-ce que tu as un engagement actuellement, des choses comme ça? Alors c'est un peu chaotique, tu vois? Ça pourrait presque faire le topic d'une vidéo de Pas du Ring, mais bon, je passe mon temps déjà à faire des références à lui, alors je vais pas le harceler avec ça. En gros, ouais, à la base, j'étais plutôt un libéral, mais vraiment genre, vraiment un libéral, tu vois? Vraiment, j'ai presque envie de dire un débile libéral. Et j'ai commencé à me politiser en 2009 avec la grève du LKP, en Guadeloupe, parce que je vivais là-bas à ce moment-là. Vraiment, c'est un événement marquant pour moi. Et je suis complètement passé à côté de cet événement parce qu'à l'époque, j'étais justement l'archétype du débile libéral. Et vraiment, j'étais contre les grèves et tout. Et j'avais écrit des papiers complètement débiles qui devait normalement paraître dans un ouvrage collectif sur le LKP qui n'est pas justement paru parce que le LKP a menacé justement l'éditeur. Enfin, bon, c'est une longue histoire, on va pas rentrer dans les détails. Mhm. Bref, et à ce moment-là, j'ai commencé, on va dire, à réfléchir à la politique. Et même si au moment où j'ai réceptionné la grève du LKP, j'étais profondément hostile, c'est quelque chose qui m'a profondément transformé dans le sens où à partir de là, j'ai commencé petit à petit à devenir de plus en plus marxiste. Et alors, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que parmi justement les leaders du LKP, il y avait mon directeur de mémoire, et j'ai fait une fac d'économie, et mon mémoire, je l'avais fait sur Nietzsche et Marx, et c'était une critique complètement aveugle du marxisme sur la base de la lecture de Nietzsche. Mhm. Et ça m'a fait rentrer en conflit personnel en fait avec mon directeur de recherche. Et comme c'est un peu bizarre, mais comme j'ai mal vécu en fait ce conflit personnel, je me suis dit que j'avais peut-être déconné quelque part et que peut-être que j'avais tort. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature coloniale. Donc j'ai lu Mémy, Fanon, Glissant, Césaire, enfin les grands classiques. Mhm. Et ça m'a fait radicalement changer de point de vue sur justement les rapports coloniaux. Tant et si bien que quelques années après la grève du LKP, j'ai publié un article d'abord dans une revue académique sur le mouvement LKP, et puis donc qui était pas non plus hagiographique, hein, mais qui était plus nuancé. Mhm. Et quelques années plus tard encore, bon, j'ai publié un bouquin sur la question et dans lequel je prenais carrément parti pour le LKP. Donc là, d'abord, en fait, si tu veux, j'ai eu d'abord une transformation de mon point de vue politique à partir des rapports coloniaux. Mhm. Et j'avais une lecture un peu structuraliste du mouvement LKP,
pas vraiment marxiste, en fait. La lutte des classes, enfin, c'est bizarre, mais c'est pas du tout quelque chose qui percutait chez moi à l'époque. Donc là, je te parle, ça devait être 2016 environ, donc il y a quand même assez longtemps, enfin, Mmh. pas si longtemps. Et puis petit à petit, je me suis dit: «Bon, ce serait bien que je me remette à lire Marx, mais non pas, dans la perspective, de trouver tout ce que je trouve qui va pas chez lui, mais en étant simplement charitable, en me demandant ce qu'il peut y avoir d'intéressant». Et mon point de vue a quand même radicalement changé, jusqu'au moment où finalement, à force de rencontres, on va dire, hein, la vie est faite de rencontres, hein, à force de comme dirait Edouard Baird dans Astérix, à force de rencontres de personnes qui étaient marxistes, notamment, dans le centre de recherche dans lequel j'ai fait ma thèse de philo, j'ai commencé à infléchir un peu ma position et je dirais que ma lect c'est bizarre, mais ça fonctionne beaucoup avec des lectures, mais ma lecture de Lénine, a été, cruciale. C'est-à-dire que j'ai lu Lénine, tu vois? Alors j'ai pas lu tout Lénine, hein, genre j'ai lu quoi? «L'État et la révolution», le bouquin là sur l'impérialisme, tu sais? Puis, «Que faire?» quoi, puis le bouquin sur le gauchisme aussi. Mmh. Et là je me suis dit: «Mais comment ça se fait en fait que j'ai pu ne pas être marxiste en fait?» Et Lénine m'a complètement convaincu. Alors ce qui est marrant, c'est que mes lectures de Lénine tardives, en fait, correspondent, historiquement, c'est bordélique ce que je dis, hein, mais correspondent dans l'histoire sociale de la France un peu, à l'élection de Macron et puis sur le tard, au mouvement des retraites. Et donc pendant le mouvement des retraites, j'étais complètement léniniste, hein, marxiste-léniniste. Mmh. Ne déformez pas ce que je dis, hein, je veux pas envoyer les gens au goulag, enfin, je ne crois pas. Enfin, de toute façon, Lénine n'envoyait pas des gens au goulag. Et maintenant, en fait, voilà, je dirais qu'un un mélange de mouvements sociaux et de lectures qui m'ont conduit à être, à la fois marxiste et décolonial. Je pense que finalement, c'est un peu une position marxiste hétérodoxe. Mmh. C'est pas très structuré ce que j'ai dit. J'ai pas trop l'habitude de me présenter, en fait. Je suis toujours en difficulté dans ce genre d'exercice, désolé. Pas de problème, t'inquiète. Au moins, on a un bon aperçu quand même de ton parcours. En vrai, c'est intéressant. C'est intéressant, par contre, je te signale quand même, et ça va t'inquiéter, que tu valides à demi-mot la thèse de certains droitos selon laquelle l'académie contamine tout le monde et transforme tout le monde en audio-gauchiste, puisque c'est un peu ce qui t'est arrivé finalement. Oui, oui et non, parce qu'en vérité, moi qui je faisais la fac d'économie en Guadeloupe, et la fac d'économie, c'était une fac, au mieux, on va dire, de keynésiens, au Mhm. pire, vraiment d'ultralibéraux, quoi. Et au contraire, l'université a fait de moi un pur libéral. Je croyais vraiment au modèle économique. C'est jusqu'au moment où, arrivant en master 2, je faisais de l'économétrie, des statistiques, je me disais: «Mais en fait, mais c'est complètement pété ces trucs-là», tu vois? Les modèles d'équilibre stochastique et tous ces trucs-là. Ça n'a non seulement ça correspond pas à la réalité, mais encore c'est pas très grave. Surtout que ça n'a aucun pouvoir prédictif, aucun pouvoir explicatif, enfin c'est juste du bullshit, quoi. Mhm. Et d'ailleurs des copains qui ont continué en thèse d'économie, j'ai un pote à moi qui bossait sur la groupe de Philips. Au bout d'un moment, je lui disais: «Mais mec, mais ça correspond à quoi ce que tu fais?» Il me disait: «Bon, pas grand chose». Il m'a même dit: «Ce sont des jeux en fait, ce sont des jeux mathématiques». Mais il y a des articles et des ouvrages en économie qui sont consacrés à cette question-là, notamment je pense au classique de Marc Blog, la méthodologie économique pour un des plus anciens, il date des années 80. Ok. Ok. Enfin bref, et donc au contraire, hein, j'étais plutôt, droitisé, je dirais, par la fac, mais c'est la rencontre avec ce seul prof marxiste qui avait, dans la fac et qui a accepté que je fasse un mémoire très anti-marxiste, qui a commencé à me retourner le cerveau, mais pas que. C'est le mouvement social du LKP. Je crois que les gens en France ont pas idée de ce que c'était. Le mouvement des retraites à côté, c'était rien. Mais vraiment, quand je dis c'était rien, c'était rien. Il faut imaginer 44 jours où, donc c'est une île, alors c'est petit, hein, donc toute l'île est bloquée, Mhm. tout crame. Alors, je n'ai pas participé, j'aurais peut-être dû participer, mais il y a eu des pillages massifs des grandes surfaces qui étaient aux mains des béquets, c'est-à-dire les descendants des colons Mhm. antillais, hein, donc des gens qui reproduisent en quelque sorte le système esclavagiste à travers le capitalisme. Et en fait, c'était un peu le système D, tout le monde s'organisait comme ça, il y avait une espèce de solidarité sociale, entre les gens, quelle que soit leur couleur de peau, à part bien sûr pour les gens qui vivaient dans des ghettos de blancs, qui eux restaient, dans leur, ghetto, de blancs. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très marquant et qui me marque encore aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que sans la grève du LKP, je peux presque pas être marxiste en fait, c'est un peu bizarre, mais ouais. Ok. Donc c'est plutôt ça qui m'a rendu marxiste que l'université. Très bien. Bon, c'était une longue digression, mais que c'était intéressant. En vrai, c'est pas ce qui t'amène sur la chaîne, puisque ce qui t'amène sur la chaîne, la raison pour laquelle je t'ai proposé de venir, c'est une vidéo, même une série de vidéos, mais il y en a une qui était en réaction à une vidéo à moi sur Ouria Boutelja. Ouria Boutelja, je pense que les gens qui regarderont cette vidéo connaissent, mais pour en dire deux mots, c'est une autrice qui a sorti son deuxième bouquin il y a quelques mois, c'était faire quoi, genre 8-9 mois, un truc comme ça.
crois que c'est début de l'année, oui. Ouais, c'est ça, début 2023, qui se situe dans une mouvance, je sais pas comment on peut dire, à un moment elle était proche du Parti des indigènes de la République, je crois qu'elle l'est un peu moins aujourd'hui, c'est une mouvance qu'on appelle en général décoloniale, avec les limites que ça implique, parce que si je me trompe pas, c'est avant tout normalement un courant qui émane d'Amérique du Sud, le décolonialisme. Donc je sais pas si c'est tout à fait adapté dans le contexte français. Moi, j'y trouve aussi certaines proximités personnellement, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais je trouve dans certaines de ces thèses, certaines proximités avec certains mouvements antiracistes américains, des États-Unis, j'entends. Mhm. Et en même temps, elle a aussi, et d'ailleurs c'est ce qu'elle disait, je crois qu'elle a donné une conférence il y a quelque temps je crois que c'était à Yale, enfin dans une grande fac américaine, et elle le disait au début de cette conférence, elle a une approche qui est aussi très marquée par le contexte français, quoi. Donc voilà. Et en fait, donc dans ta vidéo, toi, t'étais pas tout à fait d'accord avec moi. Moi, je suis assez critique d'Houria Boutelja. Je suis très sceptique sur certaines des thèses qu'elle défend. Et toi, t'étais pas tout à fait d'accord avec moi. Tu penses que je suis trop dur avec elle, je suppose. Et donc, je t'ai proposé de venir en discuter. Comme on l'évoquait en off, et je tiens à le redire publiquement, pas dans un but de faire de la foire d'empoigne, des débats un peu stériles sur Ouria Boutelja, pardon, il y en a eu plein. Moi, j'ai pas envie qu'on s'inscrive là-dedans, ça me paraît pas très intéressant, et je pense qu'on peut arriver à échanger intelligemment et à essayer de, peut-être pas de trouver des terrains d'entente sur tout, parce que c'est pas évident, mais en tout cas essayer de faire évoluer un peu les positions de l'autre. Et donc voilà, c'était ça que je voulais te proposer. Je sais pas si tu as des choses à ajouter sur tous ces points-là. Bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, j'aurais peut-être dû prendre des notes pendant que tu parlais, sur lesquelles, on pourrait réagir. Déjà sur la question de: est-ce qu'on peut adapter ou non les thèses décoloniales qui viennent, notamment d'Amérique latine, enfin essentiellement d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Mhm. Est-ce qu'on peut les adapter ou pas à la question française? Est-ce qu'il y a des passerelles possibles? Bah, à mon avis, oui, Ah oui, à absolument. mon avis, oui aussi. Ouais. Heu Je suis pas C'est-à-dire sûr qu'elle ait que forcé bonne, par contre. vraiment, c'est possible. Après, quant aux influences je pense qu'on pourra revenir dessus dans le débat, dans la Mhm. discussion. Quant aux références d'Horea Boutelja, je crois qu'une de ses références principales, c'est, Sadri Riari ou Rairi, je sais plus. Mhm. Enfin bref, on m'a envoyé toute une bibliographie à lire de lui, pour que je prépare cet échange justement, sauf que j'ai pas encore les bouquins, donc je n'ai pas pu le préparer, correctement à ce niveau-là. Mais elle a une très, très grande influence de la part de Riari, Mhm. heu et qui, je pense, est plus importante que l'influence qui vient des États-Unis. Et il faut aussi noter que les décoloniaux, font aussi référence à des auteurs classiques, justement antillais français, le plus important d'entre eux étant Frantz Fanon, Mhm. bon, qui est passé un petit peu sous le tapis, qui a été mis un petit peu sous le tapis, dans notre pays pour des raisons politiques, puisque Frantz Fanon a été quand même militant au FLN et ça a été parfois un petit peu délicat, d'en parler, même de le réhabiliter dans les universités. Alors que c'est un auteur extrêmement populaire, justement dans les pays colonisés, enfin Mhm. dans les anciennes colonies, puisque justement il a une pensée très féconde et qui inspire énormément, sur l'ontologie, sur l'épistémologie, sur beaucoup de points en fait, la littérature décoloniale. Tout à fait. D'ailleurs, tu en parlais dans ta vidéo sur Ouria Boutelja qui répondait à ma vidéo, tu citais Fanon notamment. Et Lévi-Strauss aussi, mais on va y venir. Moi, peut-être avant de commencer, il y a un truc que j'ai noté qui est une parenthèse, mais qui me semble intéressante. Dans ta vidéo, tu fais une blague à un moment en disant que mon défaut, c'est d'être trop spinoziste. Un truc comme ça, je crois. Et en fait, je pense que même si c'est une vanne, c'est assez pertinent. Parce que l'une des raisons pour lesquelles je suis pas convaincu par Boutelja, c'est qu'effectivement, sa pensée me semble assez loin des préconisations de Spinoza. Alors ça peut paraître anodin, mais je pense qu'en fait, c'est assez lié au débat. J'en conclus que toi-même, t'es pas super spinoziste. Bon, alors déjà, mes lectures de Spinoza, c'est-à-dire de l'éthique et de son traité, c'était quoi déjà le traité théologico-politique? Ouais, j'ai Mhm. j'ai lu ça un jour dans ma vie. Sont assez lointaines et Spinoza, c'est un auteur qui, exerçait une espèce de fascination sur moi, je veux dire, je sais pas, quand j'avais 16-17 ans, que je lisais ça, Leibniz et tout, enfin tous ces auteurs un petit peu de la même époque. Mhm. Mais après bon, si on veut une lecture, je vais me faire taper dessus parce que j'ai fait la même avec Hegel et je me suis fait taper dessus. Mais si on fait une lecture décoloniale de Spinoza, Spinoza, ce qu'il dit est très intéressant. Je veux dire, son éthique à Spinoza. Alors, je ne sais pas sur quel point, en fait, tu voudrais discuter de thèses de Spinoza, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est sur la relation entre le désir et la raison, sur le libre arbitre ou des choses comme ça, je ne sais pas. Mais, comment dire?
je suis pas sûr que mobiliser Spinoza, ce soit la manière la plus adéquate pour, saisir les problèmes justement liés à la colonialité. Enfin, je j'arrive pas trop à voir les passerelles en fait, et pour moi Spinoza c'est un mec qui est un peu, tu vois, dans ses idées, il est dans ses scories, il fait des petites déductions comme ça à partir de prémices, Hmm. jusqu'à voir où est-ce que ça peut s'appliquer pour des problèmes coloniaux, je suis pas très sûr. En plus, c'est pas trop le genre de problème qu'il aborde. Bah, en Je fait, dis pas que c'est un idéaliste, hein. oui, mais, enfin, bon, si tu, tu pourrais, mais comme on disait avec Position Revue, je pense il est à la frontière entre matérialisme et idéalisme. Mais si tu veux, juste pour répondre là-dessus, moi je pense que là où il peut être mobilisable sur toute forme de combat politique, c'est que c'est d'une part sur, moi je dirais, la question des affects, c'est-à-dire le fait de faire la différence entre bon, ce qu'on pourrait appeler grossièrement des passions tristes et des passions joyeuses au sens spinozien, hein, donc ce qui peut être inscrit dans une forme de démonisme et ouais, de tentative d'accéder à une forme de ce que lui appellerait la béatitude, et puis sur des considérations qui sont connexes à ça, mais qui sont des considérations d'ordre éthique. Parce que moi, l'un des problèmes que je peux avoir avec Roya Boutelja, c'est que je suis sceptique sur l'aspect oui, l'aspect éthique de certaines de ces prises de position. Et par exemple, quel genre de prise de position d'Ouria te pose un problème d'un point de vue éthique que tu pourrais résoudre par la lecture de Spinoza? En fait, c'est au sens large, je trouve que si tu veux, moi, je pense qu'il faut faire un petit détour, c'est-à-dire quels autres on va dire militants antiracistes je trouve pertinents. Il y a une personne en particulier que je trouve très intéressante aujourd'hui, c'est Chloé Valdary. Qui est pas du tout dans la même optique. Et en fait, moi, ce qui me dérange, et la raison pour laquelle je te parlais de Spinoza, de Passion triste et tout ça, ce qui me dérange avec Boutelja, c'est que je trouve que c'est plein de ressentiments. Donc après, si tu veux que je te donne des extraits de son bouquin, notamment du premier, qui me pose problème, je pourrais t'en citer. Mais en tout cas, c'est très différent de justement les thèses défendues par quelqu'un comme Chloé Valdary, qui sont dans une certaine mesure déjà, je crois qu'elle fait pas mal de références à Jung. Bon, moi, ça, j'y connais pas grand-chose, donc je sais pas ce que ça vaut. Par contre, elle est aussi, dans une certaine mesure, même dans une assez forte mesure, héritière de MLK, donc de Martin Luther King. Et c'est là où, moi, je trouve que ses positions sont beaucoup plus intéressantes, parce que ça s'inscrit pas justement dans ce ressentiment, ça s'inscrit dans des affects beaucoup plus joyeux, et qui sont à mon avis, beaucoup moins divisifs que ne peut l'être Rouya Boutelja. Tu vois, d'un point de vue conséquentialiste, moi je suis assez sceptique sur les conséquences du discours de Rouya Boutelja. Déjà, ne serait-ce que quand on voit les débats que ça provoque à gauche, ça se voit que c'est divisif, tu vois. Enfin, toi et moi, on a une conversation plutôt cordiale jusque-là, mais dans les autres gens qui ont réagi à ce que j'ai pu dire sur elle, j'ai eu des droits à des choses assez dures. Et je ne doute pas que ce soit la même chose à l'inverse, hein. C'est-à-dire que les gens qui défendent, d'ailleurs peut-être que c'est ton cas, les gens qui défendent Rouya Boutelja, je pense qu'ils ont le droit aussi à leur lot de colibets, etc. Donc tu vois, ça me semble être une forme de preuve ouais, que c'est pas porté par des choses très saines, on va dire. Tu nous fais un peu du Frédéric Lordon, quoi, les affects positifs qui réunissent des gens. Bah, Enfin, c'est-à-dire, bon, Lordon est spinoziste aussi, donc oui, oui. non, mais alors, je pense qu'il y a un moyen de répondre. Alors, je sais pas jusqu'où mon argument sera valide ou pas. Cette question du ressentiment, et d'ailleurs tu ne ferais pas un peu de Nietzsche là aussi, attention le ressentiment, hein, les méchants qui éprouvent du ressentiment, c'est vraiment les derniers hommes, attention les nihilistes. Mais on pourrait connoter la chose de manière différente et dire ce n'est pas du ressentiment, c'est l'introduction d'une forme de dialectique. Alors j'essaie de donner un argument, je sais pas trop ce qui vaut, je sais pas trop ce qui vaut dans ce contexte-là, hein, bien sûr. En fait, il y en a bien deux qui me viennent à l'esprit, mais bon. Si on garde le statu quo, c'est-à-dire si on n'introduit aucune discussion, aucune problématisation autour de cette question, parce que Boutelja appelle finalement l'état racial, et la lutte des races à l'intérieur de l'État bourgeois et de la lutte des classes. Enfin, la consubstantialité de la lutte des classes et de la lutte des races. En gros, c'est ça l'idée, qui dériverait justement des institutions coloniales, de ce que les décoloniaux appellent la colonialité, pour le dire très rapidement. Mm. Bon, si on ne parle pas de ça, c'est-à-dire que finalement, on se dit, si on n'introduit pas le problème justement du racisme, si on n'introduit pas le problème des antagonismes entre les blancs et les non-blancs, ces choses-là, on va dire, demeurent en quelque sorte sous le tapis. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, c'est pas conscientisé, c'est pas politisé, et ce n'est pas un objet politique. Alors on pourrait se dire, mais ça se trouve, il n'y a aucune raison que ce soit un objet de lutte politique.
parce que ça pourrait ne pas être pertinent. Et des problèmes politiques qui ne sont pas des problèmes politiques à proprement parler, il y en a beaucoup, notamment à l'extrême droite, hein. On fabrique comme ça des problèmes et puis en fait, ça repose sur rien du tout, quoi. Mmh. Ça pourrait être parfaitement le cas ici, hein. Sauf que je crois que ce n'est pas le cas, parce que d'un point de vue très concret, par exemple, donc si on prend le bouquin Beauf et barbare, Mmh. je crois pas trop me tromper, après je peux peut-être me tromper là-dessus, hein, en disant que les gens des cités ont plutôt mobilisé, enfin ont plutôt voté, sont plutôt mobilisés pour voter pour la France insoumise aux dernières élections présidentielles. Mmh. Les blancs des campagnes qui sont dans la même situation sociale, ou plutôt, pardon, la même situation économique, Mmh. pas vraiment la même situation sociale, on va dire les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent dans les campagnes, quoi, les prolétaires des campagnes, Mmh. les travailleurs des campagnes, ont plutôt voté pour la droite, l'extrême droite, enfin Marine Le Pen en l'occurrence. Mmh. Et je crois qu'un des enjeux du bouquin de Boutelja, c'est de se demander mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gens-là en viennent à voter pour Marine Le Pen et non pas pour la France insoumise? Mmh. Et la thèse, c'est que c'est parce qu'ils sont racistes en fait. Ils sont racistes. Et c'est pas qu'ils le font exprès, tu vois? C'est que l'idéologie bourgeoise, l'idéologie au sens de Marx, les traverse et fait d'eux des petits racistes. Et si personne ne leur dit qu'ils sont racistes, comment veux-tu qu'ils prennent conscience qu'ils le soient? Mmh. S'ils avaient conscience qu'ils étaient racistes, ils pourraient pas voter pour Marine Le Pen. Tu vois, c'est pas possible. Bon, et Ouais. deuxième argument, pour la question du ressentiment plus précisément, c'est un peu l'idée d'Édouard Glissant là-dessus, où il te dit, mais le colonisé ne peut jamais se constituer que comme un contre une contre une hégémonie qui a une vocation assimilatrice. Tu sais, c'est un peu le discours d'Aymeric Caron sur À gauche, je sais pas si tu l'as écouté, Non, je sais pas. quand il dit, on devrait aller chercher les gens des cités pour les inclure dans nos manifestations, pour les inclure dans le débat démocratique. Mmh. Mais de quelle démocratie on parle? Si on parle de la démocratie bourgeoise et coloniale, tu vois, on n'est pas dans le même paradigme, en quelque sorte. Ouais. Des gens qui sont aliénés par le colonialisme ne peuvent pas épouser le modèle qui les aliène. Il est obligé de rentrer en rupture avec ce modèle. Ouais, alors tu vois. Et de toute façon... Ouais, vas-y, Vas-y, vas-y. excuse-moi. Non, je te laisse finir, je te laisse finir. Oui, et de toute façon, on voit pas très bien comment pourrait être conduite une manœuvre politique subversive, ne serait-ce qu'au niveau des institutions, si on reste dans le paradigme hégémonique de la croyance dans la démocratie bourgeoise et qu'on met pas en cause les présupposés coloniaux qui fonctionnent de manière très opérationnelle. Mmh. Bon, alors, plusieurs choses. J'ai essayé de prendre les choses dans l'ordre, mais oui, évidemment, j'ai pas mal de désaccords avec ce que tu as dit là. Le premier, c'est que, au début de ce que tu expliquais là, tu disais, en fait, c'est un faux dilemme que je vois beaucoup chez les gens qui défendent Roya Boutelja, c'est en fait, on a le choix entre Boutelja ou rien. C'est ça l'antiracisme. Tu vois, c'est un peu ce que tu disais quand tu disais, soit on met sous le tapis. Mais en fait, non, on peut parler d'histoire coloniale, on peut parler de racisme, y compris de racisme systémique, sans en passer par Boutelja et ses affects à elle. C'est pour ça que moi je te parlais de Chloé Valdary, tu vois. Chloé Valdary parle de choses assez similaires, alors dans le contexte américain, hein, c'est une américaine, mais ça se rejoint dans une certaine mesure, sans mobiliser du tout les mêmes affects, tu vois. Et c'est aussi l'histoire d'ailleurs de Martin Luther King, qu'elle mobilise lui-même. Alors, visiblement aussi de Jung, ça je sais pas à quel point c'est pertinent ou pas. Donc moi c'est le premier souci que j'ai, tu vois, et ça c'est un truc qu'on entend souvent, c'est oui, finalement, en gros, vous avez le choix entre nous, les décoloniaux, et on va dire même les Boutelgiens pour vraiment situer, ou en gros l'espèce de zombie de touche pas à mon pote. Et bien sûr, personne n'a envie de ce zombie-là, parce que c'est un petit peu ridicule, tu vois. Sauf que moi, je pense c'est pas parce qu'il y a que ces deux choix-là qui sont les premiers choix apparents que dans l'absolu, c'est les deux seules options, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et en fait, non, je veux pas du tout te confiner à ce faux dilemme, c'est pas la question. Je pense qu'il y a des approches décoloniales autres, je sais pas, je découvre, il y a pas si longtemps que ça, ces auteurs, hein, mais chez Kirano, chez Maria Lugones, il y a des approches décoloniales qui ne mobilisent pas les mêmes affects. Ça, c'est absolument vrai. Et pour autant, ces approches décoloniales ne sont pas incompatibles avec ce que propose Horia Boutelja. Après, là, je veux dire, qu'est-ce qu'on juge en fait? Est-ce qu'on juge la qualité des idées théoriques et la cohérence de la théorie et la capacité qu'a cette théorie à être éclairante sur les luttes sociales concrètes et peut-être justement à organiser une stratégie politique qui pourrait faire gagner la gauche? Je ne parle pas de la gauche Fabius ou la gauche François Hollande, Emmanuel Valls, ça, je veux dire la gauche, quoi. La gauche qui considère que la lutte des classes existe et qu'il n'est pas colorblind non plus.
voilà, ou est-ce qu'on s'arrête sur des petites sorties qui sont, je pense, volontairement provocatrices, qui participent aussi de la personnalité d'Horea Boutelja, qui quelque part s'inscrivent aussi dans la cohérence du propos, mais qui peuvent aussi avoir pour vocation de faire un petit peu bouger les lignes en provoquant. Qu'est-ce qu'on juge en fait? Qu'est-ce qui est foncièrement intéressant? Alors oui, je comprends que certaines sorties d'Horea Boutelja peuvent déranger. Je pense, je sais pas, on peut pas sonder les cœurs, hein, comme dirait l'autre. Je pense pas qu'on puisse savoir si ce sont ses intentions ou pas. Mais l'apport théorique me semble crucial. Alors cet apport théorique, il n'est pas révolutionnaire non plus, hein, puisque d'autres, en fait, ce que fait Boutelja, c'est simplement la synthèse de ce qui a été dit avant elle, peut-être une synthèse même simplificatrice de ce qui a été dit avant elle. Mais et Tu penses à c'est qui, moi, par c'est ça exemple? que je retiens, tu vois. Bah, de toute la littérature décoloniale, en fait. Mm. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle, heu, alors je sais pas si je me souviens plus si Boutelja mobilise le concept de colonialité, mais l'idée selon laquelle effectivement il y aurait une colonialité à l'œuvre, c'est-à-dire une consubstantialité entre la lutte des classes et entre le colonialisme, donc entre la lutte des races, c'est une idée qui date des années 1990 à peu près. C'est Kyrano qui la propose dans les années 90. Mm. Tu vois? Mais ça, c'est un truc crucial parce que on a tendance, les marxistes orthodoxes ont tendance à dire, alors je caricature là aussi, hein, je pense qu'on pourra me reprendre là-dessus, Mhm. que ce qui compte, c'est la lutte des classes et que toute lutte est subordonnée à la lutte des classes. En gros, on résout la lutte des classes, on résout tous les problèmes, finito le capitalisme. Et là-dedans, on peut avoir des discours qui disent: «Oui, mais à l'intérieur de la lutte des classes, il y a des discours racistes qui mobilisent une partie du prolétariat contre une autre et qui empêchent l'émergence de la conscience de classe et qui permettent à la bourgeoisie comme ça de continuer». Donc les discours de Zemmour, de Marine Le Pen, enfin des fachos quoi, en quelque sorte. Ouais. Et on va pas plus loin, on se dit simplement: «Il faudrait réussir à agréger, on va dire, les non blancs aux blancs, ou plutôt le contraire, là, les blancs aux non blancs, pour que tout le monde fasse la lutte des classes». En fait, le problème est plus profond, c'est ça l'idée de Boutelja, c'est que l'idée du décolonialisme. C'est que cette lutte des races, elle rend possible le capitalisme. C'est l'histoire coloniale qui voit émerger le capitalisme. Et c'est la structuration sociale de l'histoire coloniale qui permet l'émergence et la Mm. perduration du capitalisme. Et la hiérarchie raciale dans ces sociétés permet au capitalisme de perdurer. Ah, C'est pas un accident de l'histoire, si tu veux, s'il y a des Noirs et des Arabes dans les cités qui sont stigmatisés par des bourgeois blancs, quoi. alors, C'est quelque chose qui est inhérent au capitalisme. c'est là où moi je suis sceptique. Tu vois, j'ai toujours la question comment dire, de la méthodologie, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu constates un lien que ce lien est un lien de cause à effet, tu vois. Et disons que cette analyse antiraciste qui finalement en fait est on va dire très très segmentée au niveau historique, me paraît étonnante et me paraît mettre de côté en fait tout un tas de côtés qui sont très très extérieurs et extrinsèques on va dire aux considérations d'ordre économique en fait que tu mentionnes, c'est-à-dire que l'histoire du racisme, c'est pas juste l'histoire du capitalisme, en fait. Elle se résume pas à ça, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je trouve ça très étonnant. Tu vois, un des gros problèmes que j'ai avec Boutelja et avec un certain nombre de gens, de militants qui l'entourent, c'est que, et là, tu l'as un peu fait dans une certaine mesure, je trouve, dans leur bouche, dans leurs propos, il y a une gigantesque confusion qui est faite entre capitalisme, impérialisme, racisme et même progressisme parfois, tu vois. Comme si tous ces termes-là, en fait, recouvraient des réalités finalement assez similaires. C'est-à-dire que le progressisme occidental est une forme d'impérialisme, le capitalisme et l'impérialisme c'est la même chose, alors qu'en fait, bon, il y a plein de types d'impérialisme différents. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais en fait, je me suis peut-être mal exprimé. Je veux dire, j'assimile l'histoire coloniale avec l'histoire du racisme. Et il se trouve que le capitalisme commence quand, en fait? On pourrait se poser la question de Mhm. quand commence le capitalisme? Quelles sont ses causes? C'est compliqué. En gros, la thèse décoloniale, c'est la découverte du Nouveau Monde Commerce triangulaire, tout avec ça. le colonialisme qui comment? Commerce triangulaire, etc. Voilà, c'est ça qui permet, l'accumulation du capital et qui permet, le développement des classes bourgeoises et qui permet à terme, on va dire, le modèle capitaliste. Donc il Mhm. y a il y a cette lecture-là aussi. Et cette lecture et cette histoire-là s'accompagne d'un statut spécifique pour le non blanc à l'intérieur d'un système économique qui est européocentré.
Hein, tout part de l'Europe. C'est l'Europe qui décide d'administrer les richesses, de distribuer les richesses. C'est l'Europe qui décide de qui est un humain, qui n'en est pas, qui est-ce qu'on peut vendre, qui est-ce qu'on ne peut pas vendre, J'entends bien. qui est libre, Mais moi, ce qui est que libre, qui ne j'essaie l'est de te pas. dire, c'est qu'en fait, ce que tu décris là, ça existe aussi dans d'autres sociétés à d'autres époques. Tu vois, le fait qu'on décide que tel ou tel étranger n'est pas un citoyen à part entière, c'est vieux comme le monde, j'ai envie de te dire. C'est pas du tout subordonné à cette émergence de ce qui va devenir un nouveau système économique. Bien sûr, mais ces autres sociétés, ces autres époques ne sont pas capitalistes. Oui, mais c'est C'est-à-dire ce que que je te dis. oui, non, mais justement, mais de fait, elles ne sont pas capitalistes. C'est-à-dire que elles ne, elles n'ont peut-être pas les mêmes nécessités vis-à-vis de ce racisme qu'a le capitalisme. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée des coloniales, c'est qu'il y a une espèce de nécessité du racisme dans le capitalisme. Il n'y a pas de séparation entre le colonialisme, l'impérialisme, le racisme, le capitalisme. Il y a un truc que je voulais dire pour te répondre. Ah oui, voilà. Par rapport au progressisme. En fait, les décoloniaux considèrent que le progressisme, ce que Boutelger appelle le progressisme blanc, en fait, hein, les décoloniaux lui donnent un autre nom, ils appellent ça la modernité. C'est-à-dire le discours hégémonique qui vient de l'ancien monde et qui devrait comme ça s'appliquer de manière universelle à tous parce qu'il aurait en lui-même une valeur universelle. Sans considérer qu'en fait cette valeur universelle est parfaitement européocentrée et qu'à partir de là on n'a aucune raison d'y souscrire parce que ça vient d'Europe, tu vois. Non mais vraiment, les philosophies européennes, je dis pas qu'elles sont achetées, moi j'adore les philosophies européennes, hein, Rousseau, Marx et tout, il n'y a pas de souci. Même Spinoza, enfin Kant, etc., etc. Mais considérer que c'est l'alpha et l'oméga et que voilà, vous les petits indigènes, vous devez apprendre la bonne parole des philosophes blancs qui vous conduisent à l'universel. Ça c'est du colonialisme. Et en fait, le problème c'est que ces populations sont systématiquement dans ce rapport. Je vais donner un exemple qui est ridicule, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, on enseignait à l'école en Guadeloupe, en cours d'histoire, nos ancêtres les Gaulois. Dans un congrès dans lequel j'ai assisté il y a une dizaine d'années, dans les Caraïbes, il y a des chercheurs qui s'intéressaient à la représentation de l'abolition de l'esclavage dans les manuels d'histoire et dans les programmes d'histoire en France. En fait, tu t'apercevais que finalement, cette représentation, elle tenait à des tableaux qui sont faits par un peintre qui s'appelle Billard. Il y a eu une expo, je crois que c'était pendant le confinement ou avant le confinement, à Orsay d'ailleurs, sur le sujet noir. Le sujet noir dans la peinture. Et ces tableaux étaient d'ailleurs exposés. C'était une belle occasion de les voir. Et enfin bref, et en fait ces tableaux-là représentent quoi? Donc il y a plusieurs représentations. Le plus connu c'est le colon blanc, peut-être que tu pourras les trouver ces tableaux. Le colon blanc qui arrive à annoncer donc aux colonisés que ça y est l'esclavage est terminé, et donc au pied du colon blanc, le noir se jette à ses pieds pour le remercier, tout le monde est content, merci les blancs de venir nous apporter la liberté. Puis tu as une représentation autre qui est plus amusante. C'est d'un côté t'as le noir dans les plantations, de l'autre côté le blanc, et derrière lui il y a l'industrie. Donc oui, voilà, maintenant c'est fini, vous êtes des hommes libres, vous êtes libres de travailler pour moi dans l'industrie. Voilà. Et ça c'est votre nouvelle liberté. Et en fait cette représentation de l'abolition de l'esclavage est très européocentrée, alors qu'en réalité, concrètement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Déjà, il y a eu une première abolition pendant la période de la Révolution française qui n'a pas été dictée directement par la Convention, mais qui est le résultat de luttes concrètes à l'intérieur des colonies qui font que finalement la République se dit allez, on leur donne leur liberté. Et après, Napoléon rétablit l'esclavage de manière très autoritaire, avec le contexte historique que l'on sait. Et ensuite vient l'abolition. Mais l'abolition, c'est pas non plus, c'est pas la panacée, parce que l'abolition de l'esclavage a conduit à quoi? A conduit à la reproduction exacte des rapports de domination économique et raciale aux anciennes colonies, notamment aux Antilles, puisque, bon, ça je pense que tu le sais aussi, mais au cas où il y a une partie du public qui ne le sache pas, quand on abolit l'esclavage en 1848, avec le fameux décret de Schœlcher, on dédommage les propriétaires d'esclaves et on donne rien aux esclaves. Alors, il y a un certain nombre de choses que tu as dites, il y a toute une partie avec lesquelles je suis d'accord. Je voulais revenir un peu sur la question de l'universalité, parce que c'est un truc dont on avait dit qu'on parlerait en plus, et je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Ça nous amène en fait, ce que tu as évoqué là, à cette question de l'universalisme. Toi, c'est une notion que là tu décris de manière assez négative, mais parce que tu l'assimiles à cette oui, c'est ce rapport de domination, mais sauf que l'universalisme c'est plus large, il y a d'autres formes d'universalisme. Donc comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble intrinsèquement comment dire
fantasmagorique, genre c'est inaccessible, il n'y a pas d'universalité. Comment tu vois ça? Je suis un peu mal à l'aise avec cette notion d'universalisme. Mhm. Euh, enfin, je me trompe sans doute, mais j'ai l'impression que quelque part, dans l'universalisme, il y a l'idée selon laquelle on pourra accéder à quelque chose qui est vrai, quelles que soient finalement les circonstances. Mm. Et j'ai l'impression qu'en quelque sorte, ça ressemble un peu à un positivisme un peu naïf, qui dirait, voilà, ça c'est vrai, c'est universellement vrai, cela doit être universellement accepté en vertu de sa véracité, et on serait comme ça dépourvu de tout jugement de valeur, de toute situation singulière, de toute croyance. Or, je crois que cette thèse positiviste naïve a été largement débunkée depuis déjà assez longtemps Mm. pour qu'on cesse d'y souscrire. Bon, alors déjà, sur le point de vue épistémologique, ça pose quand même une difficulté. Alors attends, Et sauf que je suis désolé, mais l'universalisme, c'est pas juste cette vision-là. Enfin, tu vois, non, non, il y a quand même des vas-y, choses continue. qui sont. Il y a des. Alors, mettons de côté les questions de. Parce que là, en fait, c'est de la philosophie morale dont on parle, on est d'accord. Mettons ça de côté. Il y a bien des choses qui sont euh, au global universellement vraies. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelques exceptions, mais si tu prends par exemple, je sais pas moi, l'exemple de la médecine. Bon, bah, le corps humain, il fonctionne de la même manière que tu sois français, ou que tu sois vietnamien, ou que tu sois, je sais pas moi, argentin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des choses qui sont universellement vraies dans certains domaines. Et donc, moi, la question que ça m'évoque, c'est bah, pourquoi, en fait, on pourrait pas trouver des choses qui sont également universellement vraies dans le domaine de la philosophie morale. Dans le domaine des sciences, enfin des sciences, on va dire des sciences naturelles, peut-être qu'il y a un rapport entre... Alors, c'est une question difficile. Peut-être il y a un rapport entre le sujet et l'objet qui n'implique pas autre chose en quelque sorte que des valeurs épistémiques, c'est-à-dire le désir de connaître. Je veux connaître la vérité, ce qui compte pour moi, ce qui a de la valeur pour moi, ce que Putnam appelle les valeurs épistémiques finalement. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est la vérité, et par conséquent, je fais des recherches qui portent sur le corps humain, sur les lois de la physique, et je parviens à obtenir des résultats qui dérivent sur des lois universellement vraies, et pour autant toujours discutables, que l'on peut toujours remettre en cause, sans quoi on ne pourrait pas construire de connaissances cumulatives. Hmm. Ça, je crois on est tous d'accord avec ça, sans tomber dans un réfutabilisme naïf, hein, bien sûr. Mais bon, Hmm. en gros, c'est ça, l'idée de la construction de la connaissance scientifique. Maintenant, quand on parle de morale, ou bon, alors là, quand on parle de morale, là pour le coup, j'ai presque envie de redevenir positiviste, quoi. C'est-à-dire refaire comme de Wittgenstein qui distingue vraiment jugement de fait et jugement de valeur. On fait comme si, quelque part, il existait dans les sciences des jugements de fait qui sont dépourvus de valeur, bon, ce qui est faux, hein. Mais au moins, il y a une description. En fait, disons, quand on fait un jugement scientifique, on peut décrire ce dont on parle de manière objective. Et à peu près tout le monde peut être d'accord avec ça, universellement, à partir du moment où on a intégré les hypothèses, la méthode, je sais pas moi, le jargon scientifique, enfin, etc., etc. Maintenant, sur la morale, il y a une grande difficulté. C'est qu'on ne parvient pas à définir ce qui est bon, à définir ce qui est mauvais. Exemple, pour rattacher à Boutelja. Hmm. On va dire que le racisme est un problème. Donc ça, Hmm. c'est la thèse de Boutelja. Déjà, il y a un racisme d'État. Et puis, il y a les adversaires de Boutelja qui diront, mais Boutelja est raciste. Hmm. Et la tendance universaliste consisterait à dire, on a établi là le fait du racisme. Et il y a quelque chose d'universel là-dedans, qui est l'expression d'une parole raciste, l'expression d'un comportement raciste. Les uns sont racistes envers les blancs, enfin les blancs sont racistes envers ceux qui ne sont pas blancs, les ghettoisent, les stigmatisent, Front National, Éric Zemmour, etc. Les autres sont racistes en réaction, et ça vaut pas mieux, il ferait mieux d'adopter une autre stratégie que le racisme, parce que, bon, bah, de toute façon, alors ça dépend, on peut juger de manière différente, on peut dire c'est pas bien, voilà, ça c'est le jugement moral. On peut dire ça a des conséquences négatives, ça c'est le jugement conséquentialiste par exemple, voilà. Hmm. Et on peut dire c'est pas rationnel, hein, par exemple, je sais pas, des choses comme ça. Et on peut dire aussi c'est un obstacle aux avancées politiques, c'est un obstacle à la lutte des classes. Hmm. Mais quand on fait ça, on suppose bien sûr que racisme 1 égale racisme 2, et on ne se pose pas la question. Alors on pourrait se poser la question hein, de savoir si ces deux racismes se valent, si ces deux racismes sont la même chose, si ces deux racismes sont le même racisme, pour ainsi dire. Hmm. Et là, je crois qu'on serait un petit peu surpris, parce que nous parviendrions à des résultats qui nous conduiraient à considérer, je crois, que ces racismes sont très différents, et donc à les considérer à l'aune de jugements de valeur qui seraient différents, puisqu'on a affaire à des objets différents. Hmm.
L'universalisme, je pense, rend aveugle là-dessus sur des grands concepts comme ça. Il peut nous fourvoyer et nous empêcher justement de nous poser peut-être des questions éthiques plus pertinentes. Je t'avoue que je vois pas bien, enfin, c'est-à-dire, moi je suis d'accord avec toi que un racisme structurel, une domination de, en gros, la population historique d'un pays sur des populations qui sont issues de vagues d'immigration, c'est pas ce racisme-là n'est pas le même que le racisme interpersonnel qu'il peut y avoir entre les individus. Mais je vois pas trop en quoi Mais ces deux choses-là réfutent la possibilité, la potentialité d'un universalisme. Tu vois, ce que je comprends pas en fait, c'est en fait, je te donne, parce que en gros là, donc effectivement, on est sur un point épineux, et à mon avis, c'est un nœud on va devoir essayer de démêler, qui est la question en fait, de la dichotomie entre réalisme et relativisme en philosophie morale. Euh, et moi, j'ai du mal à voir comment. Évidemment, hein, il y a des exceptions, c'est-à-dire que moi, je pense pas que tout jugement moral est valable dans toutes les situations. Mais tu vois, le fait qu'il y ait des exceptions dans le domaine moral ne rend pas nécessairement caduque la possibilité d'une forme d'universalisme et d'une forme de réalisme. Parce qu'en fait, des exceptions, dans toutes les autres sciences, il y en a aussi, tu vois. Et ça n'empêche pas une forme d'universalité. Je sais pas si je te dis, est-ce que les cacahuètes, c'est comestible? Globalement, les cacahuètes, c'est comestible, tu vois. C'est universellement comestible. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Et d'ailleurs, il y a des exceptions. Si tu es allergique à l'arachide, tu peux pas manger de cacahuètes. Est-ce que pour autant, ça nous empêche de dire qu'au global, les humains peuvent manger des cacahuètes? Non. C'est un exemple à la con, mais tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que ça veut dire que tu penses que si je prononce la proposition suivante, X est bon, est-ce que tu penses que cette proposition peut être vraie? Bah, C'est ça la question. il faudrait que tu me donnes un exemple qui soit pas abstrait, parce que X, c'est pas... tu vois, Mais est-ce que il peut y avoir une proposition de cette forme-là, X est bon, qui puisse être vrai? C'est ça en fait la question je crois, non? Ou peut-être que je me il trompe. faudrait définir X. La question pour moi, c'est surtout, est-ce qu'au global, X est vrai, tu vois, ce qui veut pas dire que X est toujours systématiquement vrai, et c'est inaltérable. Non, mais comment est-ce qu'on peut savoir que la proposition X... là, pour le coup, je ne vais pas faire mon positivisme à deux balles, mais déjà, il y a les théories morales, bon, si on identifie les plus importantes. Allez, le déontologisme chez Kant, par exemple, donc l'impératif catégorique, là, toutes ces bêtises, ces histoires, je veux dire. Le conséquentialisme, qu'on peut voir avec, je sais pas, les théories utilitaristes, Bentham, John Stuart Mill, puis alors là, il y en a à l'appel des conséquentialistes, on n'arrive plus à les dénombrer. Et peut-être, je sais pas, le truc de Haugien, là, je sais plus comment il appelle ça, l'éthique minimale, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Bon. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, en fait, une des vertus justement des travaux de recherche d'Haugien et de la philosophie expérimentale morale en général, philosophie morale expérimentale, pardon, en général, c'est de montrer qu'il y a une incompatibilité entre les théories morales. Alors tu vas me dire, tu peux faire une objection, et tu peux dire, oui, mais regarde, il y a une incompatibilité entre différentes théories scientifiques, pourtant, elles marchent. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, hein, mais elles marchent. Voilà, ça c'est déjà très bien. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on... Enfin, c'est un peu le truc fondamental de David Hume. Comment est-ce qu'on fait pour inférer, plus fondamentalement, si on veut passer outre cette question de les théories morales sont incompatibles, donc elles sont fausses, sachant qu'on peut faire le même procès aux théories scientifiques, on peut dire que c'est pas suffisant. Mais alors, revenons-en à David Hume. Comment est-ce que... Enfin, j'ai l'impression que c'est presque une contradiction du positivisme, là. Comment est-ce que on peut contredire le positivisme moral s'il en existe un grâce au positivisme justement non moral? Comment est-ce qu'on fait pour inférer un jugement de fait d'un jugement de valeur, en fait? Comment est-ce que je peux dire... Je prends l'exemple du traité de la nature humaine de Hume. X est un criminel. Donc X a commis un crime. Comment je sais que cette proposition est vraie? Eh bien, je ne peux pas le savoir, parce que tout dépend bien sûr du contexte d'énonciation. Le fait de tuer est considéré comme un crime selon certaines lois morales. Je ne dis pas que ces lois sont arbitraires, mais elles peuvent être expliquées historiquement, d'un point de vue anthropologique, culturel. Mais la proposition X d'un criminel n'est pas tout le temps vraie dans toutes les circonstances. X fait la même X commet le même acte dans différentes circonstances. On ne peut plus porter le même jugement moral. Alors à ce moment-là, il faudrait que la morale soit capable de capturer l'ensemble des circonstances pour expliquer l'ensemble des cas. Tu vois, je vois pas. Alors, c'est très intéressant. J'avais pas prévu qu'on aille si loin dans ce débat, mais parce que là, en fait, pour moi, il y a ce qui, à mon sens, pose problème en philosophie morale, c'est qu'on
il y a un deux poids deux mesures en fait. C'est-à-dire on demande beaucoup plus à la philosophie morale qu'on demande à tous les autres domaines de la connaissance humaine en fait. Parce que tout ce que tu as dit là à propos de la philosophie morale, c'est vrai, d'ailleurs tu l'as dit, on pourrait dire la même chose de tous les autres domaines de la connaissance, y compris la médecine. Et donc je comprends pas très bien ce deux poids deux mesures. Et puis après, alors pour en revenir à Hume, ce à quoi tu fais référence, pour les gens qui écoutent, c'est l'argument qu'on appelle la guillotine de Hume, qui en gros... Le problème, c'est que là, ça va faire un débat parallèle, et en fait, il y a plusieurs interprétations de cette guillotine. Mais en gros, l'idée, comme elle est généralement comprise, et comme toi tu l'as décrit là, c'est qu'on ne peut pas tirer un jugement de valeur à partir d'un jugement de fait. Et là, on en revient à ce que je te disais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un deux poids deux mesures. Et reprenons la comparaison avec la médecine. Dans le domaine de la médecine, on fait ça. Il y a un jugement de fait, vous avez une tumeur, jugement de valeur, le cancer c'est mauvais, donc on va vous enlever la tumeur. Tu vois. Et donc évidemment, on peut dire que c'est arbitraire, tu vois. Mais en fait, il y a bien une forme d'universalité dans le fait que la plupart des humains n'ont pas envie de mourir, et donc ils n'ont pas envie de garder une tumeur cancéreuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr que c'est pas totalement indépendant d'une forme de subjectivité. Moi, je te dirais jamais qu'on peut arriver à une forme de rationalisme totalement objectif et qu'on peut arriver à une philosophie morale totalement objective. Et c'est là où je m'inscris à la suite de Spinoza, justement. C'est ce que je disais je sais plus dans quel contexte je parlais de ça, mais Spinoza, pour moi, son éthique est dans une certaine mesure réaliste, dans le sens où elle est relationnelle, mais pas relative. C'est-à-dire que oui, les jugements de valeur sont corrélés à tout un tas de choses, dont nos perceptions, et donc ils sont pas purement objectifs, mais si on se place dans le contexte relationnel qui est celui de la condition humaine, on va dire au sens large, eh bien il y a une forme d'universalité qui conduit en fait vers un certain nombre de choses qui sont, du point de vue de Spinoza, désirables. La béatitude, au sens large, voilà, on en revient à l'eudémonisme. Tu vois un peu tout ce que je veux dire? Tu vois les objections que j'ai par rapport à ce que tu as dit? Je vois, mais alors juste, je vois pas où ça nous relie à Aurélien Boutelja, du coup. On est parti assez loin, je te l'accorde. Mais j'avais prévu qu'on parle de ça. Peut-être pas dans ce détail-là, mais j'avais prévu qu'on parle de ça. Si tu veux, j'y reviens maintenant, mais peut-être t'as des choses à ajouter là-dessus avant ou pas? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, t'as peut-être raison, on est peut-être trop exigeant avec les théories de philosophie morale. Après, il y a un malin jeu en philosophie d'imaginer tout un tas de dilemmes, finalement, dans lesquels ces philosophies morales se retrouvent. Je pense par exemple à une nouvelle très connue d'Ursula Le Guin, tu sais, The Ones Who Walk Away from Homelas. En gros, hein, la cité utopique d'Homelas qui vit dans l'abondance et dans la prospérité. Je connais pas du tout. Ah, tu connais pas? Bon, je te la fais courte. Hein. Donc, Ursula Le Guin, c'est une auteure ou une autrice de science-fiction. Je ne sais pas si elle est encore vivante, mais en tout cas, bon, elle est auteure notamment de Terre-Mer, qui est un très grand roman de science-fiction. Bref, et elle a composé donc une nouvelle, hein, écrit une nouvelle qui s'appelle Ceux qui partent d'Homelas, qui est inspirée d'une réflexion de William James, elle-même inspirée d'une lecture des frères Karamazov de Dostoïevski. Bon. Et l'idée, c'est que Homelas est une cité qui vit dans l'abondance. Tout le monde il est content, tout le monde il est heureux. Tu vois, ce sont des épicuriens, mais qui sont pas en train de cultiver des patates et de dormir comme des clodos dans des grottes, quoi. En gros, on va dire c'est ça. Donc, ce sont des épicuriens qui seraient des épicuriens tous capitalistes, on va dire. Et vraiment, c'est une cité pleine de vertus. Alors, c'est une expérience de pensée, bien sûr, hein, mais c'est de la science-fiction. Et sauf qu'en fait, quand les gens à Homelas ont 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on les amène voir au fond d'une cave toute pourrie et humide, où il y a plein de rats qui passent, un tas de saloperies, de maladies qui circulent. On leur fait voir un petit enfant qui est enfermé là et qui est maltraité en permanence. On lui donne des coups de fouet, on le nourrit mal, il est informe, difforme. Et puis on explique aux gens qui viennent là, voilà, la cité d'Homelas ne tient que grâce à ce petit enfant. Et si un jour quelqu'un adresse la parole à cet enfant, si quelqu'un essaie de le libérer de sa condition, si quelqu'un, finalement, trouvant injuste sa condition, essaie de le sauver, c'est toute la prospérité d'Homelas qui disparaîtra. Alors, comme les habitants d'Homelas n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout des choses, il y en a qui s'en vont, et parce qu'ils ne supportent pas la situation, ils s'en vont, ils ne secourent pas l'enfant, ils s'en vont. Et là, en fait, c'est vraiment l'opposition entre conséquentialisme et utilitarisme et déontologisme. William James, qui est lui un philosophe pragmatique, te dit c'est le sens commun presque, c'est le sens commun compte tenu du contexte et des connaissances qu'on a qu'il faut secourir l'enfant
parce qu'il n'y a aucune raison que la cité doive sa prospérité à cet enfant. Mhm. Et tu vois, là, il y a quand même un paradoxe très important. Comment est-ce qu'on le résout? Je ne sais pas trop. D'ailleurs, je crois qu'on peut pas le résoudre en fait, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire, tu vois? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois secourir l'enfant et quitte à plonger tout le monde un petit peu dans la difficulté? Hein, où les gens vont devoir être un petit peu plus responsables d'eux-mêmes, ou est-ce que je dois continuer comme ça? Alors Victor Ferry te dirait, bien sûr, hein, il faut secourir l'enfant parce que chacun doit mériter ce qu'il gagne. Ou alors il dirait, l'enfant mérite ce qui lui arrive parce que lui-même n'arrive pas à s'échapper. Alors, bref. Donc, tu vois, il y a des difficultés comme ça, des expériences de pensée, il en existe beaucoup, bien sûr, en philosophie morale expérimentale, mais qui conduisent à des paradoxes quand même Alors, je suis très très d'accord, embêtants. je suis d'accord. Et c'est important de le dire, t'as raison. C'est-à-dire que, évidemment, ce serait prétentieux de penser qu'on a la réponse à tout dans le domaine de la... Mais d'ailleurs, dans tous les domaines, mais dans le domaine de la philosophie morale aussi. Et c'est ça, moi, que je trouve assez intéressant, justement, dans la démarche scientifique, c'est qu'en fait, les choses sont vraies jusqu'à preuve du contraire. Donc, elles sont systématiquement et à perpétuité ouvertes à révision, ce que je trouve plutôt une bonne chose. Pour refaire le lien, parce que du coup, comme tu le disais, et t'as raison, on est parti assez loin de Rouya Boutelja, mais en fait, il y a un lien. Et le lien est le suivant, c'est que moi, ce qui me dérange, et ce avec quoi j'ai des désaccords avec toi, mais pas que, avec un certain nombre d'autres personnes qui défendent Rouya Boutelja, c'est que, justement, ça vous conduit, à mes yeux, à une forme de relativisme que je ne partage pas. C'est pour ça que je parlais de réalisme et de relativisme, euh, dans le sens où, en fait, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est évidemment que une forme de discrimination qui soit systématisée, qui soit inscrite presque dans les institutions d'un pays, c'est pas la même chose qu'un racisme interpersonnel. Pour autant, moi je constate des choses extrêmement, et là on en revient à la question des affects, mais des choses extrêmement chargées de haine, et ce qui est ironique pour quelqu'un qui sous-titre son bouquin, je sais plus, elle parle d'amour révolutionnaire, voilà, je constate qu'il y a des choses assez assez moralement répréhensible dans ce qu'écrit Boutelja, ou même dans ce qu'elle peut dire, et y compris des choses qui sont essentialisantes. Et tu vois, tu me parlais dans ta vidéo, tu disais que mon point de vue était ethnocentré, et que finalement c'était ça qui me poussait à être en désaccord avec elle. Et je pense que, alors je sais pas si ça tu le penses, tu me diras, mais je pense qu'il y a aussi, en tout cas j'ai déjà entendu ça chez certains de mes critiques, il y a aussi un côté, ah oui, il se sent blessé lui-même en tant que blanc. Mais moi je pense pas que Boutelja elle soit essentialisante qu'avec les blancs, je pense qu'elle est essentialisante avec tout le monde. C'est-à-dire quand tu l'entends parler devant Dany Eraz de ce qu'elle pense des mariés en France, quand je crois elle décrit des mariages rebeux où elle va, et elle dit oui, quand le maire dit vous pouvez embrasser la mariée, je retiens mon souffle parce que je crains des intégrés. Ça, je suis désolé, mais pour moi, c'est essentialisant aussi, et pas à l'égard des Baptous, tu vois. C'est un truc qui est purement et simplement néfaste et qu'on devrait avoir dépassé, tu vois. Et ça n'excuse en rien les oppressions systématiques qui sont subies par les populations immigrées en France, ou issues de l'immigration, on va dire. Mais tu vois, je pense qu'il faut pas tomber dans ce relativisme, c'est ça qui m'inquiète. Mais je pense pas que ce soit essentialisant. En fait, je vois pas en quoi c'est essentialisant. Tu vois Pour le pas. coup, vraiment, premier degré. Le coup du mariage, attends, je veux dire, donc ce qu'elle dit, on est d'accord implicitement, c'est en fait, vous êtes des rebeux, vous appartenez à ma race, hein, et ça c'est pas, moi je mets pas des mots dans sa bouche, c'est des termes qu'elle emploie dans ses écrits, hein. Elle parle de sa race. Et donc vous devez pas vous comporter comme ça. Parce que finalement, implicitement, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, embrasser sa femme pas à l'église justement, à la mairie en France quand on est issu de l'immigration ou quand on est immigré, c'est une forme de soumission à la blanchité, quoi. Concrètement, c'est ça qu'elle dit. Je vois pas comment on peut faire plus essentialisant, je suis désolé. En fait, ce qu'elle dit, implicitement, c'est tu es de telle race, donc tu dois pas te comporter comme ça. Ah non, je trouve pas ça essentialisant. Alors, est-ce qu'il y a un jugement de valeur derrière? Peut-être. Mais c'est-à-dire que quand tu prends les coutumes du pays qui est le pays colonisateur, quand tu les mimes et que tu te fais assimiler par elle, bah oui, tu es assimilé et tu tombes exactement dans les stéréotypes de la blanchité. D'ailleurs, Boutelja, je crois qu'elle a plusieurs fois ses propos dans ses bouquins où elle dit qu'elle a une grande partie d'elle qui est blanche, tu vois, que Tout à fait. elle-même, à l'intérieur d'elle-même, en fait, elle a, même ne serait-ce que sa manière de s'exprimer et d'écrire, en fait, il y a un côté quand même très, très européen pour le coup, quoi. D'accord, mais Et donc pour moi, il y a vas-y, pas vas-y. d'essentialisme là-dedans. C'est juste que
je crois que ce qu'elle veut dire, c'est que c'est simplement ce genre ce genre de comportement que moi je ne condamne pas. Les gens s'embrassent s'ils veulent s'embrasser, il y a pas de souci, embrassez-vous, ne vous embrassez pas, faites ce que vous voulez. Bon, je ne condamne pas les gens qui s'embrassent et ceux qui ne s'embrassent pas. Elle les Mais condamne, on est d'accord. Elle dit je les méprise. non! Ah si, elle dit je Ah les oui, méprise. mais mépriser et condamner, c'est pas pareil. Elle les méprise parce que, mais est-ce que finalement, parfois, quand on fait de la philo, on peut aussi avoir une espèce de mépris. C'est peut-être un instinct pas, tu vois, un peu comme parfois le mépris de classe, tu vois, ou comme, oui, bon, peu importe. On Bon. peut, mais là on Et, tombe dans des oui. affects qui, moi, me paraissent d'un point de vue Mais conséquentialiste extrêmement nocifs. mais ça me paraît très périphérique par rapport aux propos de fond, et ça me paraît pas non plus essentialisant. C'est-à-dire que elle, ça la saoule peut-être que des choses comme ça se produisent parce qu'elle se dit mais c'est quand même pas possible que ces gens-là copient les blancs et qu'ils soient alignés jusqu'à ce point-là. Tu vois, c'est peut-être un peu ça, tu vois, finalement. Et donc, en gros, ils me saoulent et je les méprise. Voilà. Est-ce que pour autant ça veut dire que ce sont des gens, voilà, elle les déteste ou je sais pas, ou qu'elle déteste les blancs ou qu'elle essentialise les blancs, les pas blancs? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je pense qu'elle regrette simplement le fait que certaines personnes qui sont de fait sous des pouvoirs coloniaux, qui sont assujettis à la colonialité, souscrivent à justement ce que les coloniaux appellent la modernité, c'est-à-dire qu'ils copient comme ça les idées, les fonctionnements, l'habitus des blancs. Alors je dis pas que c'est pas bien de pas copier l'habitus des blancs et que voilà, il s'agit pas du chacun dans son coin, mais l'idée fondamentale, c'est que ce serait mieux de se libérer du pouvoir colonial en adoptant des normes qui ne sont pas celles du pouvoir colonial, sinon on ne s'en libère pas. Et tu vois, Je crois que c'est ça. Hein. non mais j'entends l'argument. Le problème que j'ai, c'est que je vois pas bien en quoi embrasser sa femme à la mairie en France, c'est véritablement une forme de soumission à la colonialité. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un truc qui se focalise, c'est comme tu dis, ça se focalise sur des trucs complètement périphériques, et ça se charge d'affects qui sont conséquentiellement pas louables à mon sens, tu vois. Mais bon, c'est un point de détail. C'est juste que j'avais cet exemple qui est apparu dans ma tête pendant qu'on discutait, donc j'y ai repensé. Mais ouais, je sais pas. Moi, ce qui me pose question fondamentalement, c'est que tu vois, il y a ce. En fait, on en revient à la question de l'universalisme, tu vois. C'est en fait, est-ce que fondamentalement, on peut pas aspirer à des choses collectivement quelles que soient nos origines, en fait. Moi, c'est ça qui me pose véritablement question et qui m'inquiète dans ces prises de position là, tu vois. S'il y a bien un truc justement qui me paraît totalement bénin dans la culture occidentale, c'est le fait d'embrasser sa femme ou son mari à l'église. Bah, tu vois ce que je veux dire? Je comprends même pas en fait que ce soit. Il y a des tas de choses à rejeter dans le capitalisme. Il y a des tas de choses à rejeter dans la société de consommation, dans ce qu'on pourrait appeler justement la modernité, pardon. Mais ça en fait pas partie en fait. Et je t'avoue que je suis pas du tout convaincu quand tu dis que ça n'a rien d'essentialisant. Pour moi, c'est totalement un propos essentialisant, tu vois. Mais ça en fait partie, c'est comme quand dans le discours entier, Glissant te dit nous sommes en Martinique, on nous envoie de la culture, on nous envoie des pièces de théâtre, on nous envoie des partis politiques. Oui, mais Prenons l'exemple des je te partis dis pas, politiques. attends, je te dis pas que ça fait pas partie de la culture, je te dis que ça fait pas partie des choses dans la culture qui me paraissent particulièrement dignes d'un rejet comme ça, aussi épidermique. C'est ça, évidemment que ça en fait partie de la culture. Mais ce que je comprends pas en fait, c'est qu'on est d'accord que tout n'est pas nécessairement à jeter dans la culture moderne occidentale. Non, mais c'est pas la question, c'est que, bon, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut pas imaginer un universalisme dans lequel tous les gens seraient d'accord, quelle que soit leur communauté Oui, bien sûr. C'est pas tout à fait ce que je dis, hein, d'accord. J'exagère, mais bon. Vas-y. En soi, c'est possible. C'est possible en soi. Mais dans le monde capitaliste néocolonial, c'est pas possible. En fait, c'est que, compte tenu des conditions matérielles concrètes, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut. Enfin, c'est pas possible maintenant en l'état. Parce que souscrire à cet universalisme, ça voudrait dire, à demi-mot, en passer par l'universalisme occidental. On pourrait parfaitement avoir un universalisme extra-communautaire, ou je sais pas comment il faudrait dire, enfin, qui dépasse la question des communautés. Mais il faudrait que cet universalisme se construise sur la base d'une discussion ou d'accord ou de normes, ou je sais pas moi, ou même de fonctionnement social ou anthropologique entre des communautés qui communiqueraient entre elles. Il faut pas que ce soit un truc. Si c'est un truc vertical, en fait, c'est plus l'universalisme. Or, le problème, c'est que l'universalisme aujourd'hui est extrêmement vertical. Alors, on peut imaginer, hein, tu sais, quand Mélenchon te parle de créolisation, bon, il repompe les trucs d'Édouard Glissant, en fait. Glissant, en fait, ce qui est le concept central chez lui, c'est pas la créolisation, c'est la relation.
le concept de relation qui l'oppose justement à quoi? À l'universalisme. Et comment Glissant envisage justement de reconstruire une société post-coloniale qui permettrait l'émergence d'une culture commune non hiérarchisée? Ben, ça passerait justement par l'acceptation d'un fait simple, à savoir que l'universalisme, c'est l'expression de la modernité coloniale. Donc on se débarrasse de ce truc-là. On se dit, ok, cet universalisme, c'est vraiment un truc de blanc européen, européocentré. Et on se demande maintenant quelles valeurs on peut construire ensemble sur la base des différences culturelles objectives. Et là, on peut éventuellement commencer à se mettre d'accord sur on embrasse la mariée, on l'embrasse pas, on s'en fout, parce qu'on s'en fout en fait. Mais le problème, c'est qu'on s'en fout si on embrasse la mariée, à la condition qu'on ne voit pas ça à travers l'œil du colonisé. Hmm. Tu vois, Le truc étant que jusqu'où visiblement c'est pas tous les colonisés ne s'accordent pas entre eux pour dire ce qui est de l'ordre du réflexe dominateur ou non, puisque visiblement de son propre... Et il se trouve que moi j'en connais, parce que je fais une parenthèse là-dessus, mais le fait que j'ai critiqué Boutelja a fait que j'ai reçu des messages à la fois de gens qui n'étaient pas du tout d'accord, et aussi de gens qui étaient d'accord, parmi lesquels des personnes qui sont issues de l'immigration. Donc, tu vois, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, il y a aussi ce point-là qui me semble intéressant, c'est que Boutelja n'est pas nécessairement le porte-parole de l'indigénat au sens large, si on peut reprendre son terme à elle. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, et il y en a certains sur Twitter qui m'ont bloqué. Je les vois, vous m'avez bloqué parce que justement, j'étais d'accord avec Boutelja, alors que c'était des gens issus des minorités qui n'étaient pas d'accord avec Boutelja. Enfin bon, bref. Non, bien sûr qu'elle n'est pas le porte-parole de l'indigénat. Seulement, pour les quelques discussions que j'ai eues d'ailleurs en privé avec des personnes qui défendent des positions décoloniales et qui ne sont pas alignées avec Boutelja, m'ont donné des lectures qui étaient censées contredire précisément Boutelja. En fait, non, c'est juste que c'est une approche différente, mais qui n'est pas contradictoire, tu vois. Évidemment, Boutelja n'est pas l'ayatollah ou le pape des indigènes. Pour autant, je ne vois pas en quoi, quand elle voit un rapport colonial dans la cérémonie quand même du mariage, hein, quand même la cérémonie du mariage, ça c'est pas un truc pour le coup en France qui est vraiment qui rentre dans un certain nombre de codes culturels et dans une certaine histoire. Bah oui, que quelque part il y a des indigènes qui miment en adoptant tous leurs codes les blancs dans la cérémonie du mariage. Je comprends qu'elles puissent y voir, même si nous ça nous paraît un détail, et je pense que ça paraîtra un détail pour beaucoup de personnes par ailleurs, qu'elle y voit là l'aliénation. Et par ailleurs, le jugement de la victime de l'aliénation n'est pas toujours le meilleur par rapport à sa propre situation, puisque sans aller jusqu'aux indigènes, hein, si on considère justement la fameuse catégorie des beaufs, et même sans aller jusqu'à là, même certains bourgeois au contraire, sont des gens qui n'ont absolument aucune idée et aucun recul sur la société capitaliste, sur la société coloniale, et qui trouvent tout ça très bien sans se poser de questions. Mais c'est pas parce qu'ils trouvent tout ça très bien sans se poser de questions que c'est vraiment très bien. Enfin, tu vois, si on veut aller dans l'éthique, ou c'est pas parce qu'il voit pas de problème lié au capitalisme ou au colonialisme qu'il y en a pas, tu vois. Évidemment, mais j'ai envie de te dire, il y a aussi des gens qui se posent la question et qui voient pas de problème non plus, tu vois. Ça suffit pas, tu vois, c'est-à-dire que t'as aussi des gens qui vont te dire, bah en fait, moi, ce système-là, il me convient, tu vois. Parce que là, ils sont... Enfin, tu vois, on en revient à la question de sonder le cœur des gens, tu vois. Moi, je serais mal à l'aise à dire que deux rebeux qui s'embrassent à l'église sont soumis à la blanchité. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est pas parce que tu adhères à une partie de la culture d'une puissance occidentale qui a tiré les bénéfices de la colonisation que tu adhères à toute son histoire, et tu vois, je trouve ça très étonnant, quoi. Bien sûr, c'est pas aussi simple, mais le problème c'est que là encore, on n'est pas dans un rapport d'égal à égal. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, les blancs, je sais pas, apprendre, je vais dire un truc aussi trivial que ça, mais apprendre à danser le zouk, tu vois. Et ça y est, on se met à danser le zouk. Je sais pas si tu danses le zouk. Je ne confirmerai ni n'infirmerai cette information. Et après à danser le zouk. Et péniblement d'ailleurs, très péniblement, hein. Je suis pas très souple. Hein. Et donc, en quelque sorte, bien c'est que je me suis reconnu dans une certaine culture qui était la culture antillaise, tu vois. Idem, je suis allé assister au carnaval, etc., des choses comme ça. Bon. Et je dirais, oui, si je parlais comme Harlem Désir, par exemple, oui, je me suis enrichi de la culture de l'autre. Et en un sens, c'est vrai. Sauf que
En tant que, homme blanc, tu vois? Bah, pour moi, c'est facile. Je suis dans un rapport quelque part de supériorité culturelle par rapport à ces communautés-là et moi venir leur dire maintenant: «Ah mais venez, f participez au même folklore que nous, participez, au même, enfin oui, adoptez les mêmes normes sociales que nous». Bah, là, je suis dans un rapport justement de domination. Ça ce qui est lié à l'histoire, que je le veuille ou non, en fait. Moi, j'ai pas envie, tu vois? Mais i on n'est pas d'égal à égal. Il y a un rapport, que je le veuille ou non. C'est-à-dire que moi quand si je vais dire à mes amis entiers: «Oui, faites comme nous autres les blancs», je sais pas d'exemple en tête. Bon, j'aurais pas Mmh. d'arrière-pensée si tu veux, mais que je le veuille ou non, je perpétue un processus colonial et moi j'ai pas envie de le perpétuer le processus J'entends colonial. bien. Et même dans une certaine mesure, je suis d'accord. Moi, si tu veux, ce qui me dérange là-dedans, c'est que pour moi, tout ça est quand même, comment dire, ce qui nous réunit avant ces questions historiques, euh, ces questions socio-économiques, etc., c'est aussi la nature humaine. C'est pour ça que moi je parlais d'universalisme et que je parlais de philosophie morale et que je parlais de réalisme, etc. C'est que il me semble, et je peux me tromper, tu l'as dit plein de fois dans cette discussion, et moi aussi, faut être humble, bien sûr que je peux me tromper, mais je pense sincèrement que il y a quelque chose d'universel dans la nature humaine qui transcende tous ces aspects culturels, historiques, etc. Et ça veut pas dire qu'il faut mettre ça de côté, ça veut pas dire que c'est pas important, et ça veut pas dire qu'il faut pas être attentif justement à ce qu'on perpétue dans nos comportements sociaux, etc. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a il y a une hiérarchisation qui est pas la bonne en fait chez Boutelja. Et ça c'est un truc que d'ailleurs je suis pas le seul à dire parce que pour préparer l'interview j'ai retrouvé une tribune de Serge Alimi pour le Monde Diplo qui date de 2016, je crois, enfin qui date de la sortie du premier bouquin de Rouya Boutelja. Et en fait, il disait un peu la même chose, tu vois. C'était assez intéressant. Alors, j'ai plus les termes en tête, je la mettrai en description d'ailleurs sur YouTube pour ceux qui voudront la lire, mais voilà, il y a une espèce de subordination de toutes les luttes à sous l'aune de cette lutte-là, tu vois, qui serait vraiment voilà, les questions d'ordre ouais, décolonial, je sais pas si c'est adéquat, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont plus larges que ça, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment le côté, ouais, presque lutte des races, j'ai envie de dire, qui devient l'alpha et l'oméga de la lutte, quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose qui profondément me met sur mes gardes, tu vois. Alors, tout d'abord, moi je suis assez méfiant vis-à-vis de cette notion, de nature humaine. Mm. Dans le sens, alors de plusieurs manières. Déjà dans le sens où on a un problème de définition de ce que c'est que la nature humaine. Par exemple, il y a eu un fameux débat entre Chomsky et Foucault sur cette Mm. question-là. Chomsky disait: «Mais oui, pour moi ce qui relève de la nature humaine, c'est-à-dire ce que tous les êtres humains ont en commun», Mhm. finalement c'est ça l'idée, «c'est le langage, c'est le langage». Et Foucault lui fait remarquer que le langage n'est pas une définition de ce que c'est que la nature humaine. Et Foucault considère que finalement la nature humaine, c'est ce qu'il appelle un index épistémique, dans lequel on peut ranger un certain nombre d'éléments que l'on rattacherait à la nature humaine. Mm. Genre, je sais pas, le langage pour Chomsky, la vertu morale peut-être, pour toi, je sais pas, l'égoïsme pour les libéraux, enfin j'en sais rien, tu vois? Mais on aurait Pas du tout ça, pas de même. vertu morale p Non. enfin bon, pas de vertu morale pour toi, excuse-moi, je t'ai fait dire ce que tu n'as pas dit, donc je retire ça. Bon, l'égoïsme chez les libéraux, bon, la vertu morale, elle est chez les aristotéliciens, bon, des choses comme ça. Et le problème, c'est qu'on aurait donc là une catégorie, hein, on aurait mis des choses à l'intérieur, mais mettre des choses à l'intérieur d'une catégorie, choses qui peuvent par ailleurs être contradictoires d'ailleurs. Mm. Ça fait pas une définition de ce que c'est que la nature humaine, on n'arrive pas à accéder à ce que c'est que la nature humaine. D'ailleurs, peut-être que la meilleure des choses, c'est de considérer que la nature humaine, ça n'existe pas, et comme ça, on a résolu le problème. Bon, et deuxièmement, sur la question qui te préoccupe, à savoir cette question de la lutte des races, heu, bah, oui, oui, alors, je suis d'accord avec toi, ça me semble absolument central, dans le propos de Boutelja, dans le sens que c'est quelque chose qu'elle met vraiment, au cœur de ces discussions. Ça me semble d'ailleurs particulièrement central, dans la plupart des discussions décoloniales, avec plus ou moins d'intensité, Mhm. si on veut. J'y vois pas de problème particulier, ni de danger particulier, parce que la lutte des races est consubstantielle de la lutte des classes. Si la lutte des Alors je vais parler comme un marxiste, vraiment orthodoxe. Si la lutte des classes cesse, la lutte des races
est terminée. Mais si la lutte des races est terminée, la lutte des classes est terminée aussi. C'est-à-dire que si la lutte des races est terminée, ça veut dire quoi concrètement? Quelles sont les conséquences concrètes de la fin de la lutte des races? C'est-à-dire de la fin du racisme des blancs vers les autres, en fait. Voilà. Eh bien, ça veut dire que le prolétariat n'a plus, la conscience du prolétariat n'est plus étouffée par le racisme, qu'il a compris que finalement les non-blancs étaient ses alliés objectifs. Et là, c'est pas le grand soir, bien sûr, hein, mais la lutte des classes peut tourner en faveur du prolétariat. Ouais. Et C'est là où je suis et sceptique. si la lutte des classes s'arrête, si Ouais. la lutte des classes s'arrête, concrètement, aujourd'hui en France, si tous les prolos blancs qui votent pour Marine Le Pen cessaient d'être racistes, le rapport de force commencerait à s'inverser. Ouais. S'ils avaient conscience du fait qu'ils appartenaient à la même classe sociale que les racisés, qui ont peut-être tous les défauts du monde, mais ils votent pour Mélenchon, eux, ouais. Voilà, ils votent pour la gauche. Concrètement, la lutte des classes tournerait petit à petit à notre avantage. Ouais, mais c'est là où on en arrive C'est à des problèmes qui sont d'ordre sémantique, en fait. C'est-à-dire que là, si j'ai bien compris, toi, quand tu dis ça, quand tu dis qu'en fait, en gros, si les électeurs de Marine Le Pen arrêtent d'être racistes et comprennent que leur intérêt c'est de voter Mélenchon, je caricature un petit peu, mais en gros c'est ça, c'est la fin de la lutte des races et c'est la fin de la lutte des classes. Et moi, en fait, là où je veux en venir, c'est que ce que tu décris là n'est que une des réalités du racisme en France, qui est celui qu'on évoquait plus tôt, c'est-à-dire qui se manifeste en fait dans les institutions du pays, quoi, concrètement, au sens large. Hein. Mais sauf que, encore une fois, moi j'en reviens à ce que je disais au début, l'histoire du racisme et le racisme au sens large, c'est pas juste ça. Non, mais l'histoire de notre racisme, si. C'est-à-dire que le racisme tel qu'il existe aujourd'hui en France hérite d'une manière plus ou moins directe et assez directement de la controverse de Valladolid, du fait que l'on décide d'assigner à l'Indien, à l'Amérindien ou au non-blanc le statut d'être humain ou le statut de non-humain. Ça c'est comme ça en fait. On est quand même toujours pas sorti de là. C'est-à-dire que finalement la ségrégation aux États-Unis qui dure quand même assez longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Tu parlais de Martin Luther King tout à l'heure. C'est exactement l'héritage de ce qui se passe 400 ou 500 ans avant, lorsqu'on décide d'attribuer aux non-blancs un statut particulier. Et on n'est toujours pas sorti de ça. Mais en fait, attends, on n'est pas sorti de ça. Je t'interromps, c'est contradictoire. Il y a bien eu le mouvement des droits civiques, justement. Donc, dans une certaine mesure, tu peux pas faire un parallèle entre Valladolid et maintenant, tu vois. Tu vois, c'est là où aussi j'avais un certain scepticisme sur ta référence à Fanon dans ta vidéo. C'est-à-dire que dans ta vidéo, je t'avais posé la question, je t'ai dit, mais en fait, tu cites Fanon, mais tu cites pas Boutelja. Et Fanon, en fait, il écrit dans les années 50, je crois, un truc comme ça. C'est pas le même. Tu vois, on en revient à la question. Voilà, est-ce qu'on s'intéresse vraiment aux considérations matérielles, tu vois, aux conditions matérielles. Les conditions matérielles de la France des années 50, c'est pas les mêmes que les conditions matérielles de la France 2023. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je trouve ça un peu lapidaire de résumer ça comme ça. On n'en est pas sorti. Mais attends, mais si, en fait, c'est pas qu'on en est sorti, on n'en est pas encore sorti. Et moi, je pense que c'est un travail qui se fait sur des siècles et des siècles, mais il y a quand même une progression, il y a un progrès quand même. Ah non, mais qu'il y ait un progrès, ça je dis pas le contraire, mais ça veut pas dire qu'on en est sorti. C'est-à-dire que tu parles du racisme dans les institutions politiques, c'est l'héritage de cette histoire-là. Oui, mais il n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 50 ans ou il y a 60 ans, tu vois. Ah non, mais qui change de forme, qui s'affaiblisse, très bien. C'est quand même un élément important, bien sûr que si. Pour moi, le fait qu'il change de forme, s'il est équivalent en intensité, ça, on s'en fout. Mais s'il s'affaiblit, c'est important. Il s'est affaibli, sauf que le Front National est au deuxième tour, en passe de prendre le pouvoir, et on va voir si quand il aura le pouvoir, il s'affaiblira, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ça. Enfin, l'histoire, c'est pas un truc monolithique qui va vers. On n'est pas des petits Hegeliens, on chemine pas vers un progrès permanent. Non, en fait, on n'est pas du tout. On n'est pas du tout à l'abri d'une rechute. Et d'ailleurs, le fait justement. Moi, je ne sépare pas les institutions de l'État par rapport à la question du racisme, j'entends. Et avec le vote pardon, je ne sépare pas les institutions de l'État raciste avec le vote du Front National. Tout ça obéit à une même idéologie. Ça obéit à une même idéologie. Et le fait qu'il y ait des gens qui plébiscitent le Front National, bah oui, eux vont pas te dire qu'ils sont racistes. Mais ils sont racistes. Je veux dire, les mecs, vous votez pour le Front National au bout d'un moment. Vous votez pour un parti raciste. Alors, oui, vous pouvez vous cacher en vous disant « Moi, personnellement, je ne suis pas raciste ». Bah, objectivement, c'est faux, en fait.
C'est faux. Et c'est pas parce que tu ne sais pas que tu n'es pas raciste que tu n'es pas raciste. Tu ne peux pas voter pour le Front National si tu n'es pas raciste. C'est pas possible, en fait. Si tu as conscience de ce que c'est que le racisme, si tu as conscience de ce que sont les rapports de domination entre les races, tu ne peux pas voter pour le Front National. Donc c'est que quelque part, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à ce moment-là. Je ne les condamne pas moralement, je dis pas que ce sont des méchants, je dis que ce sont des racistes et qu'il faudrait qu'ils en prennent conscience et qu'ils arrêtent de voter pour des racistes. Voilà, moi je trouve que cet argument-là est un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire que c'est un terme qui est tellement chargé que, en fait, bien sûr que si, quand tu dis que quelqu'un est raciste, tu le condamnes moralement. Ça me paraît totalement indiscutable. Peut-être que là j'ai envie de te dire la même chose que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que peut-être que toi tu les condamnes pas moralement, mais objectivement tu les condamnes moralement, tu vois. C'est exactement la même chose que ce que tu viens de faire vis-à-vis de ces électeurs-là. Tu dis peut-être que eux individuellement ils sont pas racistes, mais ils s'inscrivent dans une dynamique raciste. Là, quand tu fais ce que tu fais là, c'est-à-dire que tu leur fais un procès. Peut-être que toi, individuellement, dans ton fort intérieur, tu les condamnes pas, mais tu t'inscris dans une dynamique de condamnation. Une condamnation morale. Moi, ça m'intéresse pas la morale. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que ces gens qui sont racistes le soient moins, pour qu'ils arrêtent de voter pour des partis racistes. Tu vois. Est-ce que justement, c'est pas une considération éminemment morale? Si tu prends pas le cocotier, que tu le secoues pas en disant voilà, les racistes, on tombe du cocotier, voilà, donc il faut une chute, tu vois, ils tombent du ciel des idées, et ils arrivent sur Terre comme des noix de coco, en quelque sorte, tu vois, une noix de coco. Bon, et donc une fois qu'ils sont tombés, ça y est, ils sont sur Terre, ils sont plus racistes, tu vois, c'est pas une considération morale. Moi, je n'en ai rien à faire de leur motivation, pourquoi ils sont racistes, enfin si, on a une vague idée de pourquoi ils sont racistes, tu vois. C'est pas une condamnation morale. C'est le fait de voter pour le Front National, c'est-à-dire pour un parti qui désigne un ennemi intérieur, hein. Comme d'autres partis ont fait ça par le passé, hein. Je vais pas faire de point Godwin, mais ça me rappelle quand même quelque chose. Donc, qui désigne un parti de l'intérieur, et je parle bien du Front National et pas trop d'Éric Zemmour, parce que là, globalement, c'est quand même, je crois, un électorat bourgeois. Pour l'instant, il n'a pas trop d'adhésion populaire. Mm-hmm. Bah, si des gens votent pour des gens qui désignent un ennemi de l'intérieur, bah, c'est qu'ils adhèrent, en fait. Enfin, tu peux pas, en fait, tu peux pas souscrire à. Si tu ne souscris pas au fait qu'il y a un ennemi de l'intérieur, je vois pas ce qui te pousse à voter, même un petit peu, tu vois, à voter pour le Front National. Ou alors, il y a une autre possibilité. Ça, il y a une autre possibilité, tu peux te dire. Bon, ça me concerne pas. C'est-à-dire que, bon, finalement, les Noirs et les Arabes, bon, c'est sûr que s'ils se font mater quand Marine Le Pen a le pouvoir, moi, je suis blanc, ça me concerne pas. Je considère que le Front National est le parti d'opposition crédible, donc je vote pour le Front National. Donc je suis raciste, en fait. Puisque, en fait, je m'en fous complètement du sort des minorités. Ouais. Moi, je pense qu'il y a. C'est pas un jugement moral, c'est objectif. J'entends bien, mais je pense qu'en vrai, il y a 1000 raisons qui font. Qui peuvent faire voter une personne pour un tel ou un tel. Enfin, tu vois, ça peut être du nihilisme pur, ça peut être. Mais j'entends ce que tu dis, tu vois, mais je te dis, moi, ce qui me pose question là-dedans, c'est que je pense on jongle avec deux définitions distinctes du terme raciste, en fait, enfin, du racisme, qui sont à la fois, qui recouvrent une réalité qui est d'ordre interpersonnel, on va dire, et qui recouvre une autre réalité qui est foncièrement différente, qui est d'ordre institutionnel. Et je pense que les deux sont à combattre et qu'on ne combat pas la première grâce à la seconde. Si je devais résumer mon scepticisme sur Boutelja, ce serait celui-là. Je sais pas, parce que je crois que le racisme interpersonnel, c'est un truc qui peut vraiment très très facilement disparaître. C'est très simple, en fait. Le racisme interpersonnel, c'est quoi? C'est le fait que les gens, oui, bah. En fait, le racisme institutionnel, il pose problème parce qu'il implique des dynamiques de pouvoir concrètes, des dynamiques de domination, des dynamiques d'exploitation. Le racisme interpersonnel, c'est quoi? C'est des préjugés de personnes par rapport à d'autres personnes d'autres couleurs. Bon, alors parfois, évidemment, le racisme interpersonnel peut causer la montée en puissance du racisme politique, hein. J'imagine qu'il peut y avoir des choses comme ça qui se passent. Mais je crois, enfin, c'est une hypothèse optimiste. C'est une hypothèse, donc il faut la prendre avec des pincettes. Mais que si les gens communiquent entre eux, blancs et non blancs ensemble, a priori, ils sont pas racistes, quoi, tu vois. Je veux dire, ils sont pas spontanément. Non, je vais pas dire spontanément, parce que là, je vais retomber dans la nature humaine. Mais ils vont pas forcément, nécessairement, manifester du racisme les uns envers les autres. Et je suis pas sûr, d'ailleurs, qu'on puisse, comme ça, déconnecter ce racisme interpersonnel du racisme politique, et même le mettre même l'extraire d'une relation de cause à effet de l'un vers l'autre, donc du racisme plutôt politique vers le racisme interpersonnel, parce que la situation sociale, économique et politique
produit du racisme interpersonnel. Je vais prendre un exemple très simple. C'est une anecdote, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est toujours marrant les anecdotes, ça détend l'auditoire. Donc que l'auditoire se détende. Donc je débarque sur un barrage du LKP en 2009. Je suis donc blanc, hein, je crois que ça n'aura échappé à personne. Des voitures sont en train de cramer. Il y a des barbecues sauvages qui s'installent là. Voilà, attention, des gens des dangereux grévistes font des merguez et du colombo de cabri. Et là, j'entends sale blanc, retourne dans ton pays. Alors bon, moi je suis là, tu vois, je suis quand même un débile libéral à l'époque. Il faut se dire que je suis un débile libéral. Mais je suis pas raciste, tu vois. Je suis pas raciste. D'ailleurs, je n'ai jamais voté pour un parti raciste par ailleurs. Au moins, c'est déjà ça. J'aurais pu voter pour Sarkozy dans le délire débile libéral. Bon, passons, arrêtons les digressions. J'entends le gars me dire ça, il me le répète une deuxième fois, retourne dans ton pays, puis je repère le gars. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais le voir, je vais lui parler. Voilà. Ça va être un gars, tu vois, je sais pas, un peu prolétaire, guadeloupéen, je sais pas trop dans quoi il travaillait, ce qu'il faisait, assez jeune. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça, tu vois? Et puis finalement, à la fin, on a bu un petit punch ensemble. Tu vois, il était plus raciste. Enfin, il s'en foutait de moi, tu vois. Il me voyait plus comme blanc, comme noir. Je veux dire, c'était terminé. Là. On avait brisé la glace. Mais c'est vrai que symboliquement, je suis quand même le blanc, le colon, hein, qui vient ici. Mais une fois que tu parles avec les gens, tu vois, je vais pas faire mon michéa mental, la common decency. Mais une fois que tu parles avec les gens, la couleur de peau disparaît en quelque sorte. Ce n'est plus une variable que tu prends en considération. C'est quelque chose de symbolique en fait. C'est quelque chose de social, de construit la race. C'est pas quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai dans les rapports sociaux. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, totalement d'accord. Le problème que je vais avoir, c'est que je pense pas que Boutelja soit d'accord avec toi, ni avec moi, du coup. Mais bien sûr que si. Il faudrait qu'on arrive à inviter Auria. Après, elle a discuté avec Dany Raz, mais la mettre face à ses contradictions, alors, et face à ce que ses adversaires pensent être des contradictions, parce que moi je pense pas que ce sont des contradictions, et voir ce qu'elle en dit. Mais je pense pas qu'elle dira un truc radicalement différent de ce que je dis là. Ouais, j'ai des extraits de son bouquin qui vont pas dans le même sens. Vas-y, allez, on l'attaque le dur là. C'est justement extrait de son premier livre, qui s'appelait Les Blancs, les Juifs et nous, sorti en 2016, dans lequel justement elle était un peu rabrouée par Serge Alimi sur le monde diplomatique pour certaines de ses sorties dans ce bouquin, et notamment, je te cite. Alors là, je vais faire une double citation. Je vais te citer l'extrait de Serge Alimi et qui lui-même cite Ouria Boutelja. Donc je te lis ça. Entre le salarié de M. Bernard Arnault, ouvrier mais blanc comme son patron, donc responsable au même titre que lui du crime colonial, et l'homme indigène qui bat sa sœur ou sa compagne, Boutelja a choisi. Donc là, c'est Serge Alimi qui parle. La condition de dominer du premier ne l'intéresse pas vraiment, puisqu'il est par ailleurs solidairement coupable du pire. Le second doit en revanche être, sinon encouragé, en tout cas protégé par ses victimes, que Boutelja invite à deviner dans la virilité testostéronée du mal indigène la part qui résiste à la domination blanche. Ça, c'est une citation de Boutelja. Afin de canaliser sa violence vers d'autres destinataires, mais, en dernière analyse, priorité à, et donc là, de nouveau, Serge Alimi cite Ouria Boutelja, ma famille, mon clan, mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. Il me semble que là, on est vraiment sur des choses qui justement, rentrent dans cette définition primale, j'ai envie de dire, du racisme, qui est extrinsèque aux institutions politiques, et qui, et ça c'est important, j'ai envie de le dire depuis tout à l'heure, les prédate largement. Tu vois, c'est là où moi j'ai un problème, c'est que justement je partage pas totalement pourtant je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais je partage pas tellement ton optimisme sur ces questions-là. Je pense pas qu'il suffit de discuter entre gens d'origines ethniques différentes pour que toute forme de racisme à l'ancienne, on va dire, disparaisse, pas du tout. Non, bien sûr, ce que je disais est très, très caricatural. Il faut combattre le racisme politique, bien sûr, pour que ça marche. Oui, pour répondre. Alors déjà, juste une petite parenthèse, mais très rapide. Je crois que le deuxième bouquin est quand même très supérieur au premier. Tout à fait. Beaucoup plus systématique, je suis beaucoup plus, mais juste, beaucoup mieux argumenté. La vidéo à laquelle tu réagissais, elle prédate la sortie du second bouquin. Elle se focalise sur les déclarations publiques d'Ouria et sur son premier bouquin. Voilà, donc maintenant on va venir là-dessus.
même là, j'ai envie de te dire, alors que oui, il y a cette histoire de la complicité du salarié blanc. Alors, c'est Boutelja ou c'est Halimi qui dit ça, qui écrit ça? Sur la complicité du salarié blanc, du salarié de Bernard Arnault. C'est Serge Halimi. Serge Halimi, oui. Parce que je Mm. suis pas sûr que Boutelja voit de la complicité de l'ouvrier blanc avec. Bah, c'est pas un peu toute la question justement de ce que tu disais par rapport au vote Front National? Non, mais c'est quoi la complicité en fait? Tu vois, Bah, enfin, c'est la perpétuation enfin, d'une forme de racisme. en fait, la thèse de Boutelja, pour le coup, c'est vrai que le passage que tu as choisi, pour le coup, me paraît plutôt pertinent. Ce qui apparaît, c'est que le blanc est dans un rapport de lutte des classes avec le blanc, et dans un rapport. Alors, pardon, je reprends, excuse-moi. Le blanc, ce qui est le souci, c'est ses rapports d'exploitation et de domination avec le capitalisme, Mm. l'ouvrier blanc. Et le non-blanc, lui, il est dans un double rapport de domination qui est le rapport et le capitalisme, donc le rapport de classe et le rapport de race. Mm. Et de fait, quand l'ouvrier blanc se contrefout du rapport de race, du rapport de domination de race qui pourtant existe, eh bien, même s'il veut pas, il collabore, tu vois. Il collabore. Il collabore. Donc oui, mon clan. Là, j'ai l'impression de dire Fanon, tu vois. Voilà, je m'affirme comme noir. C'est mon clan d'abord. Oui, je vais pas me laisser écraser, aliéner. Je défends mes intérêts de race parce que c'est nécessaire. Il en va de la survie même du prolétariat, après, j'ai envie de te dire. Il en va même de la survie de la lutte des classes. Je défends mes intérêts de race parce que je vais pas me laisser en plus aliéner et me faire stigmatiser. Puis pourquoi pas après aller dans des camps, hein, tant qu'on y est, voilà. Je vais pas me laisser dicter la manière dont non, j'exagère bien sûr. Un petit peu, ouais. Je vais pas me laisser dicter la manière dont je m'habille, par exemple. Non, parce que je dis trop, là c'est trop confus là. Bon. Je vais pas faire de pente glissante. Je vais pas faire de pente glissante, mais tu vois. Mhm. Mais, mais Et t'es pas bon là raciste on non est. plus. Ouais, c'est ça. Mais on nous explique que maintenant les jeunes filles elles peuvent plus s'habiller vraiment comme elles veulent quand elles viennent au lycée. Hein, alors, pas trop court, hein, sinon vous ressemblez à des prostituées. Voilà, c'est pas assez républicain. Ouais, il faut que ce soit républicain. Donc républicain, c'est ni pute ni musulmane. Hein, voilà. Si vous êtes pas comme des prostituées, pas comme des musulmanes, oui, tu pourras biper. Je sais pas si tu monétises pour enlever Je monétise pas les podcasts. Ok, donc alors On ni peut puce jurer. ni musulmane, voilà. Euh, Là, ça va. Hein. Si vous avez une robe trop longue, ben oui, c'est ça, c'est-à-dire que petit à petit, on met des codes vestimentaires, on impose de plus en plus de contraintes à ces gens-là. Jusqu'où va-t-on? Hein, jusqu'où le prolétariat blanc est-il prêt à être d'accord avec ça? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est quand même assez d'accord avec ça. Il fait pas grand-chose contre ça, en tout cas. Hein. Mm. Et donc oui, ça s'appelle de la complicité. Ouais. Et je dis pas qu'il le fait exprès, je dis pas que c'est sa volonté, tu vois. C'est pas, il fait pas usage de son libre arbitre et voilà, je veux ceci. Mm. Non, c'est juste que ça le dérange pas, ça le concerne pas, ça le touche pas. Et de toute façon, il est aliéné par l'idéologie. Voilà, on est tous, tu vois. Mais c'est pareil pour, c'est c'est- c'est pareil pour les indigènes, tu vois. La fameuse critique, oui, les émeutes n'étaient pas politisées parce que les gens allaient voler dans des magasins Nike. Ben oui, ils vont voler dans des magasins Nike parce qu'ils sont aliénés par la société capitaliste. Pourquoi les rappeurs envoient comme ça valser des billets de 100 $? Ben parce qu'ils sont aliénés par la société capitaliste. Dire, non, n'empêche pas l'autre. Tu peux être parfaitement aliéné par la société capitaliste, avoir conscience de ton appartenance de race et vouloir lutter dans ce sens-là, et ça aura quand même des conséquences positives aussi, tu vois. Bon, Tout après, à fait. Boutelja, elle est pas dans cette configuration-là, je pense, pour le coup. Elle est Mm. dans la configuration, elle a à la fois conscience des rapports de domination de classe et de race. Et le problème étant que voilà, il y a cette espèce de hiérarchisation qui est faite, et on en revient, voilà, cette priorité qui est donnée à sa famille, son clan, c'est ce que tu disais, son quartier, sa race, etc. Je te dis, moi, encore une fois, là, on en revient au début, donc je pense on va pas trop tarder. En plus, j'ai des questions bonus pour détendre un peu l'atmosphère après, mais on en revient à ce que je disais au début, qui est que fondamentalement, moi, c'est vraiment une autrice qui mobilise des affects qui me paraissent, disons, très contraires au projet, effectivement, comme tu l'as bien identifié, du penseur qui est le plus important à mes yeux, qui est Spinoza. Et c'est la raison pour laquelle je préfère largement quelqu'un comme Melkei dont on a parlé, ou comme Chloé Valdari aujourd'hui, qui me semble beaucoup plus productive. Alors juste je ferai court, hein, si Vas-y, je peux vas-y, juste te donner je te un donne le élément. mot de la fin, tu peux conclure là-dessus. Ah, bon, bah écoute, ça veut pas dire que j'ai raison. Hein. Mais soyons peut-être un peu rousseauistes là-dedans, si on fait preuve d'un petit peu de compassion. Question simple qu'on pourrait se poser, c'est que si on était à la place de Boutelja, Mhm.
et qu'on était aussi radical, pour ainsi dire, qu'elle, et qu'on défendait non pas les positions que tu lui prêtes, mais les positions que je lui prête, est-ce que même si on défendait les positions que je lui prête moi, est-ce qu'on dirait pas la même chose à sa place? Mais je crois que ce serait pas impossible. Ouais, c'est pas Tu vois? impossible, bien sûr. Et mon hypothèse, Vas-y, vas-y. Rasoir d'Occam ne mobilise pas des intentions essentialisantes et racistes chez Boutelja. Très bien. Comme je t'ai dit, habituellement dans ces interviews, je fais des petites questions bonus à la fin qui n'ont rien de sérieux. Hein. C'est vraiment un truc pour détendre l'atmosphère. Là, on est quand même sur des sujets. Alors, la conversation s'est très bien passée, mais on est sur des sujets qui sont difficiles, je trouve, qui sont lourds. Donc, je te cite tout de suite la première question. Si tu pouvais organiser un dîner avec 3 personnalités de ton choix, y compris des personnages historiques qui sont morts depuis longtemps, qui tu choisirais? Oh là, c'est une question difficile. Bon, bah, je choisirais Karl Marx, Mhm. et puis, je sais pas, Fanon, Mhm. et, euh, et Jean-Jacques Rousseau. Très bien. Deuxième question bonus, si tu étais interné en hôpital psychiatrique par accident, comment est-ce que tu t'y prendrais pour convaincre le staff que tu es vraiment sain d'esprit et que tu fais pas juste semblant pour pouvoir sortir? Je m'y prendrais pas en tout cas comme Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, hein. C'est très mauvaise stratégie. On voit Mhm. comment ça se termine. Ah, c'est une question très vicieuse. Non, je pense que je me comporterais de manière très docile vis-à-vis du personnel. Je suivrai toutes leurs préconisations pour leur montrer que je fais exactement ce qu'ils attendent de moi, mais sincèrement, bien sûr, hein, tout à fait sincèrement, Mhm. pour qu'ils me laissent sortir. Ok. Meilleure stratégie, non? Moi, je ferais quelque chose comme ça aussi, je pense, ouais. Tu sais, de Dr House, c'est quand il commence à faire ça qu'il sort. Je J'ai pas cite regardé Dr House, Doctor House. je vais me faire attraper par Antoine Goya. J'ai jamais Voilà, regardé cette série. Alors, question suivante. Comment est-ce que tu ferais pour décrire la couleur rouge à une personne aveugle de naissance? c'est une question très difficile. Je dirais que c'est une couleur excitante. Ok. J'associerais ça au sexe. Ah ouais? Ok, intéressant. Ouais. Pourquoi pas? À choisir, tu préfères te battre contre un canard qui ferait la taille d'un cheval ou contre 100 chevaux qui feraient la taille de canard? Tu dois te battre. Non, je prendrais plutôt un seul parce que, tu sais, c'est un peu les oies, tu sais. Les oies qui gardaient les cités antiques, tu vois, elles sont trop dangereuses en nombre. Une oie toute seule, ça va, mais 100 oies. Donc, contre, contre un canard cheval, je pense que j'ai mes chances, tu vois. Je pourrais même, tu sais, monter dessus et voler comme ça pourrait être cool. Ok. Puis après, ça se trouve, tu sais, il y aurait. Attention, les antispécistes, il y aura un énorme foie gras qui sortirait, des immenses magrets, après un gigantesque barbecue. Ce serait Tu formidable. m'as devancé sur ma dernière question, du coup, parce que c'était un peu dans l'esprit. Si tu étais un super-héros, ce serait lequel? Ah, un super héros! Oh non, alors attends, un super héros. Oh, allez, Walter White. C'est un super-héros, ça, pour toi? Bah, en fait, il est construit sur le modèle des super-héros parce que son prénom c'est W, tu vois, comme Peter Parker ou comme Ah oui, tu veux dire par Clark rapport, oui. Kent. C'est vrai qu'ils ont Oui, toujours alors, la même lettre de départ ah, chez Stanley, oui. sinon, Sinon, un vrai super-héros, je sais pas, j'aime pas trop les super-héros. Mais attends, si. Mais je vais me faire encore attraper par Antoine Goya, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je serais Glass dans la trilogie de Shyamalan, tu sais. Mhm. Ok. Je serais Glass. Je serais Samuel L. Jackson, Samuel ouais. L. Jackson. Tout à fait. Ouais. Je l'aime bien. C'est un peu un cerveau, tu vois. Je l'aime bien, tu vois. Ok, très bien. Bah, c'était tout pour les questions bonus. Je te remercie d'être venu discuter avec moi de Horia Boutelja et de philosophie morale et de tout un tas de choses on a fait des longues digressions, mais je pense que c'était intéressant. Je pense qu'on a réussi malgré tout à avoir une discussion pertinente et qui donnera matière à réflexion aux gens qui aiment réfléchir justement à ces sujets. On n'est pas d'accord sur certains trucs, mais quand même, voilà, je note cette volonté de discuter et d'essayer de faire évoluer la position des gens de manière constructive, et je te remercie de ta participation à cette conversation. Et merci à toi, merci pour l'invitation. J'espère que tu seras bientôt convaincu. Ça marche. À la prochaine. Allez, ciao.
Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.